Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 6, le proto de l'année 2020. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Hello Simon, comment ça va? Oh, ça va pas pire, toi? Poppy. Yes! On parle de proto aujourd'hui, ça va être le fun. Ah, on a parlé beaucoup de proto cette saison-ci. On parle de proto. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Balado Ludique, c'est un podcast de proto. Vous êtes pas content? Ouais. Désolé. On va pas toujours parler de proto, inquiétez-vous pas. Là, ça tombe de même. Ben oui, mais surtout que c'est la période du concours du proto de l'année qui va avoir lieu virtuellement malgré toutes les contraintes là, et le salon qui... C'est ça, exactement. Malgré toutes les contraintes et le salon qui... Donc, effectivement, ça va se passer quand même. On aura la chance d'en reparler en détail. Là, on va décortiquer c'est quoi, on va en parler. On va même peut-être dire, nous, comment on est impliqué là-dedans. C'est toujours un peu triple chapeau, quadruple chapeau. On sait pas trop, des fois, comment gérer ça. Mais on parlera bien quand même de jeux malgré tout. D'ailleurs, on a une liste là, à parler, toi, je pense. Ben oui, c'est clair. Avant de me lancer, j'aimerais remercier avec beaucoup d'amour et de cœur plein de gens, mais on va commencer bien entendu par la nation Balado Ludique. Yes. Patreon! Bouya! Alors, vous êtes en furie. Plus de 20 Patreons maintenant dans la nation Balado Ludique. On vous nommera pas toutes là, mais merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque jeudi, on fait une petite vidéo spéciale là, seulement pour les Patreons. Donc, on a la chance de beaucoup parler avec vous. Mais encore une fois, on tenait à vous le mentionner. Merci beaucoup d'être là avec nous. Oui. Oh oui, et je t'en ai pas encore parlé, Simon, mais je vais en faire bientôt des petites vidéos spéciales pour vous. Parce que Simon en a fait tellement. Alors j'ai des surprises là, peut-être pas cette semaine, mais ça s'en vient. Oh, JF dit ça en ondes sans même me l'avoir dit. Là, par contre, là, JF, tu t'es mis, je veux pas te le dire demain, mais une enclume sur les épaules. Tu t'es mis une enclume sur les épaules, hein? Nos Patreons sont des gens très, très exigeants. Ah non, ça va être pas pire, mais je te dis pas que je vais le faire chaque semaine non plus. Non, au moins un, déjà, ça va rendre les gens tellement extatiques. Là. D'après moi, on double notre nombre de Patreons. Ah ouais, ok, je vais faire plus d'efforts. Fait que merci beaucoup tout le monde. Là on sort de les 3 derniers épisodes. C'était des épisodes on va dire un peu spéciaux sur la route. On était dans la caverne d'Alibaba avec Zendor, aka PPP7. Bien entendu il doit se reposer maintenant. Tu sais comme on dit là, on a refermé le cercueil. On a mis les clous quand on est parti. Puis tu sais on l'a mis dans le noir là, tu sais, on a fermé les rideaux tout là. Ouais, mais ça y prend de la concentration. Là. C'est ça, exact. Faut qu'il se remette. Je pense que lui, il joue mieux quand il fait noir. C'est clair. On n'a même pas regardé de jeu qui mettait en scène des éléments glow in the dark et tout ça. Mais bon, vous avez manqué ça, les 3 derniers épisodes, c'est quelque chose. On visite l'une des collections de jeux les plus emblématiques du Québec. Donc, c'est pas n'importe quoi, hein, quand même. On s'entend là-dessus. T'as oublié, mais on en a vu un. Tu te rappelles, on a vu un jeu avec Glow in the Dark, celui où on doit ramasser nos culottes. Notre linge proche de la piscine. Paparazzi? Paparazzi! Oui, effectivement, on en a vu un, bravo! Ben oui, j'avais complètement... Le petit jeu de Catala, hein? Catala Mont-Blanc, ça se peut-tu? Ouais, exactement. Hey, ça, c'est une autre époque, hein, où les gens se permettaient de sortir des sentiers battus à l'extérieur de ce que Patchwork et Splendor nous ont offert. On va un petit peu plus loin. Donc, ouais, je sais, c'était purement gratuit. Je voulais mentionner que c'est notre première expérience vidéo. Alors, on a release les vidéos complètes de toute la séance qu'on a passée avec Pierre. Donc, pour avoir un petit peu de visuel, je vais aussi bientôt... en fait, je suis en train de travailler sur des versions plus courtes, là, résumées et plus dynamiques pour du contenu YouTube. Donc, ça, je sais pas trop quand on va le diffuser, peut-être vers la fin de la saison. Mais c'est ça, donc on
on va avoir des petits packages un petit peu plus dynamiques là, pour ceux qui veulent pas se claquer l'heure au complet, mais qui veulent quand même aller chercher l'information et entendre parler Pierre de jeu, évidemment. Ben oui, c'est basé là-dessus, hein, c'est basé là-dessus, absolument. Suite à ça, d'ailleurs, non, je peux pas en parler maintenant, mais les Patreons, on a une surprise pour vous, les Patreons, cette semaine. Donc, jeudi, ce soir, en fait, parce que vous écoutez ça le jeudi, donc le soir, la vidéo, ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Je peux pas en dire plus, Jeff, il le sait, ça a rapport avec mes cheveux, mais... Ah oui, c'est vrai! Ah ben là, ok, je voulais en parler un peu. Mais... Non, c'est ça, tout ça a été filmé en plus, là, fait que on vous produit vraiment du contenu vidéo, là, ces temps-ci. On est là-dedans, on est ghetto dans le vidéo, mais c'est pas grave. On s'améliore. JF, comme il vous le dit, il fait des packages dynamiques, bang bang, et vous livre ça pour plus de satisfaction visuelle. Et un jour, on va pouvoir ressortir de chez nous, on va peut-être reprendre la formule et évidemment s'améliorer de fois en fois, mais c'était vraiment le fun, puis j'ai hâte d'y retourner. Ben ouais, et vous avez une collection exceptionnelle à la maison. Vous pensez que vous avez l'une des collections les plus emblématiques du Québec? Écrivez-nous. Post-confinement, on vient, on fait un épisode chez vous. On n'en fera pas 3, bien entendu. Peut-être si on reviendra. Mais vous pensez que vous avez une collection exceptionnelle? Laissez-nous la chance de venir l'explorer et la partager avec les gens. Oui. L'appel est lancé. Yes. Malgré le fait que ça fait des mois et des mois qu'on est confiné et qu'on joue et qu'on joue pas et qu'on fait plein de choses, depuis le début de cette saison, nous n'avons pas fait de segment d'actualité officiel. Pourquoi? Non, mais dire à quoi on a joué récemment, qu'est-ce qu'on a joué dans les 8 derniers mois, ce genre de choses-là. Ben oui, ben surtout que t'as été vraiment actif cet été, hein, comme je disais, t'as pas mal de choses à dire, fait que... Ben, c'est ça, j'ai été actif, mais j'ai été actif beaucoup en virtuel, mais j'ai quand même essayé de maximiser quelques moments physiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de jeux que j'ai joués plus en physique, justement, pas de jeux virtuels. J'ai eu la chance de jouer autour d'une table avec des gens masqués, purels et tout le kit. En plus, c'était quand même drôle parce que c'était des gens avec qui j'avais jamais joué et que, en fait, il y avait des gens là-dedans que j'avais jamais vus en vrai, donc je n'aurais toujours vu que la moitié de leur visage. J'ai joué à un jeu, bon, il fallait que je l'essaye, ça fait des années qu'on en parle, il était sur ma shame list, il était partout, il fallait que je joue, tout le monde jouait, tout le monde voulait en parler, tout le monde était full excité. Il s'agit bien entendu du jeu Root. Oh! Nice. Alors, le coin game des Eurogamers, le coin game des non-wargamers, le jeu asymétrique ultime des 2 dernières années. Root, sorti en 2018, bien entendu, Letter Game, qui se sont vraiment installés sur la scène là, avec ça, et Ford qui vient de sortir que j'ai pas essayé. Il y en a tellement des jeux qui sortent, mais Letter Game se sont vraiment présentés 31e jeu, toutes catégories confondues sur BGG, 14e dans Wargame. Quoi? Je pense qu'il y a des gens qui font une petite crise urticaire en ce moment. Je salue tout le monde du Stack Academy. What? Le démon en personne, il est en train de... Il va mettre à feu et à sang Verdun. Donc, Root, ben c'est ça, j'ai eu... Qu'est-ce que j'avais oublié, qu'est-ce que je disais? Ben, j'ai eu la chance de jouer à Root. En plus, c'est ça, on a joué avec l'extension. Moi, j'ai joué les corbeaux du COVID. Alors, c'est Corvid, Crows, mais là, c'était comme, à cause vu qu'on était dans le COVID, c'était les corbeaux du COVID. Nation très spéciale, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, c'est les genres de vagabonds d'une extension, donc... une espèce ils ont l'air vraiment différents. C'est ça, c'est quand même un truc qui est vraiment différent, qui joue sur des mécaniques... En fait, toutes sont toutes assez différentes, c'est juste qu'il y en a qui font appel à des mécaniques qui sont plus standards, puis il y en a d'autres qui font appel à des mécaniques qui sont vraiment plus... ben, pas nécessairement original, mais non conventionnel. Fait que ça sort un peu des sentiers battus, tout ça. Mais c'est vrai que la diversité de chacune des factions est impressionnante. De mettre ça dans un même jeu, de faire qu'elles peuvent toutes comme
interagir entre elles. Ça, c'est vraiment un beau feat. Je comprends pourquoi le jeu ressort du lot, principalement à cause de cet aspect-là, parce que c'est réellement l'aspect le plus intéressant. Tu sens que chaque faction est thématiquement bien intégrée, est intéressante, a ses forces, a ses faiblesses, a d'autres factions avec lesquelles elle peut être plus ou moins rivale naturelle ou alliée naturelle. Donc, très cool. Pour de vrai, j'ai été surpris. Je m'attendais pas vraiment à aimer ça tant que ça. Ça reste que c'est un jeu de confrontation. C'est un jeu qui est pas totalement dans mon style de jeu naturel. Mais belle expérience de jeu. Autour de la table, c'était le fun, c'était agréable. C'est pas si long. Les gens disent que c'est long, ça passe vite. C'est peut-être un 2 heures. Ouais, 2 heures, mais t'as l'impression quand même qu'il passe vite, ça, 2 heures. Là. J'ai l'impression que t'es habitué, là, tu joues en 1h30, 1h15 peut-être. Mais c'est sûr que c'est long si t'as expliqué les règles avant de commencer à jouer. Parce que c'est un peu ça le problème, hein, vu que c'est asymétrique. Faut que t'expliques les règles à tout le monde. C'est ça, il y a 5 règles différentes où il y a un nombre de règles différents égal au nombre de joueurs. Donc c'est peut-être là que se trouve la réelle complexité. Et c'est souvent un des problèmes des jeux asymétriques, justement. Ça alourdit un petit peu l'explication des règles, mais une fois que c'est maîtrisé, que c'est connu, puis si tu joues plusieurs fois, je pense ça devient, c'est ça, comme tu dis là, ça devient des parties un peu plus rapides. Moi, j'avais joué les chats et toute la game, les chats et les corbeaux, on s'est tapé dessus, puis finalement, ben évidemment, on n'a pas gagné parce qu'on on a dépassé tellement nos ressources à se battre entre nous que les autres ont juste profité. Du reste du terrain. Donc, ouais, moi j'ai bien aimé ça. C'est sûr que plus tu y joues, mieux tu connais les autres factions, plus c'est comme intéressant de jouer ou du moins tu as plus d'options stratégiques. Parce que c'est ça. Ben, il faut. Quand t'as jamais joué avec une faction, là, c'est un peu dur de savoir exactement comment elle fonctionne. Donc, plus tu joues, plus ça va être. Mais ouais, bon jeu, cool. Ouais, j'étais content de l'essayer. Après, la question qui tue à la fin, c'est dans un monde où le temps de jeu est tellement limité, dans ce monde, je pense naturellement à notre fidèle Gandhi du jeu, Vincent Tatar de l'école du jeu, qui a eu un certain délire sur les coin games, donc les jeux des wargames asymétriques, là, assez reconnus pour ça. On n'est pas dans le même range de jeu, mais je suis en questionnement par rapport à ok, est-ce que au final j'ai vraiment un intérêt à jouer à Root? Si je pourrais investir ce temps de jeu avec un groupe, est-ce que je vais pas être plutôt tenté d'aller vers une expérience juste un petit peu plus peut-être un petit peu plus profonde, un petit peu plus historique? Oui, ça va être un peu plus dense, mais on va avoir l'impression qu'il y a une tension qui est encore... Toi, tu te demandes si Root fait le poids par rapport au coin game, des wargames, mais pour je sa sais complexité, ta profondeur, etc. C'était ça. Ouais, pis c'est surtout par rapport à mon temps de jeu. Tu sais, comme pas nécessairement. Je peux croire qu'il y a bien des gens qui vont préférer Root, puis pour de vrai, je les mets pas comme dans un petit baluchon, puis je les tabasse avec une matraque, tu sais. Je pense que c'est correct, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi ils aiment ça, je les juge pas, je trouve ça correct, mais je me demande, moi, si vraiment, c'est comme, tu vas jouer à un petit jeu de combat, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, ok, tu vas miser sur la force de ta nation, beaucoup de toujours l'argument dans ces jeux-là de est-ce que on s'attaque, pourquoi tu m'attaques moi, pourquoi tu n'attaques pas l'autre. C'est ça, moi, les jeux de confrontation qui me tuent. Alors que dans un coin, c'est des jeux asymétriques qui ressemblent à un Root, mais tu peux pas attaquer n'importe qui, n'importe quand. C'est pas comme ça que ces jeux-là fonctionnent. Donc, ça fait vraiment un sentiment qui est totalement différent quand on compare ces jeux-là. Parce que dans un coin, t'es pas tout le temps en train de supplier le monde de pas t'attaquer, tu sais. Ouais, en effet. Ben, c'est sûr que c'est des expériences quand même assez différentes. Mais après ça dépend de ton style de jeu. Hein. Je pense que nous, on n'est pas des joueurs nécessairement gros fans de confrontation. Donc, si on est pour jouer à un jeu de confrontation, on va essayer d'en prendre un qui nous plaît le plus. Puis, ben, je pense que c'est ça qu'on voit de ton côté.
Je pense qu'on est assez professionnel pour savoir reconnaître un bon jeu, même si on sait qu'on y jouera peut-être pas beaucoup. Ouais, mais Root, c'est ça. Je suis pas contre jouer. Hein. C'est très bon. Je comprends pourquoi c'est hype avec toutes les extensions. C'est un jeu qui est magnifique en plus. Donc, ça, Mm. c'est. Non, puis c'est le genre de jeu, si tu l'achètes, t'as un groupe d'amis qui aiment bien ça, puis que vous jouez régulièrement, je pense que c'est un très bon investissement. Ah oui, c'est clair que vous allez le rentabiliser. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, Nice! Fait que j'ai joué à ça. J'ai joué, bien entendu, à d'autres jeux aussi. Et probablement, ça a l'air un peu bête, là, parce que c'est un tout petit jeu, mais j'ai vraiment adoré le jeu qui s'appelle Tiny Town. Tiny Town, ok? Ouais. Et là, ma question, que je suis pas sûr, c'est que là, tout à l'heure de pas être sûr, fait que ça me convainc que j'en ai pas déjà parlé. Fait que j'étais plus sûr si j'en avais déjà parlé ou non. Mais c'est un jeu qui a l'air vraiment de rien. Ok, c'est sorti, ça fait pas très longtemps, 2019. Tiny Town. C'est un jeu dans lequel, très basic, là, on va pogner des ressources pour construire des bâtiments dans notre petite ville. Okay, donc, tu as plein de cartes, puis là, genre, tu vas pogner des ressources, puis tu vas dire, ok, je construis tel bâtiment, je construis tel bâtiment. Là, c'est un jeu où on va placer des cubes là, sur notre petite grille, mais la particularité de ce jeu-là, c'est que dans le fond, bon, un building, là, ça demande un certain nombre de ressources d'une certaine couleur pour le faire, placé d'une certaine façon sur ton plateau. Et au début du tour, le joueur actif donc va dire, ok, ce tour-ci, on prend du bleu. Donc tout le monde prend un cube bleu, le pose dans sa ville et ben espère que ça va lui permettre de faire un certain bâtiment. T'sais. Ok. Fait que tu poses les ressources dans ta ville directement avant d'avoir construit le bâtiment, c'est bien Ben en ça? fait, c'est quand t'as complété la Ok, ça, je l'ai compris. grille qui te demande, mettons ça te demande 2 bleus puis un brun, un à côté de l'autre, ben là tu fais le building demandé. T'sais. Oui, ok. T'enlèves les ressources, tu mets le building. Tu mets le building, exactement. Mais c'est ça, la twist, c'est que à ton tour, ben dans le fond, tu décides la couleur, mais tout le monde prend cette couleur-là. Fait que c'est un genre de jeu où on pigerait des ressources, mais en réalité, non, on en reçoit, mais on reçoit toujours la même, mais choisie par un joueur. Fait qu'il y a vraiment une part d'interaction très importante, mais qui rappelle des concepts où, tu sais, à chaque tour, quelqu'un prend une carte ou pige une ressource. Mais là, c'est comme partagé entre tout le monde. Fait que moi, je prends du bleu. Toi, t'es obligé de placer du bleu. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon pour toi. Ouais. Parce que bien entendu, il y a des couleurs que tu veux pas, il y a des buildings que tu veux pas construire. Donc il y a une espèce de tension là-dessus qui se fait tout petit jeu. Ça dure à peu près 25 minutes. Et l'autre particularité, c'est que les bâtiments que tu peux construire sont différents à chaque partie. Donc mettons dans le jeu, t'en as, je sais pas, t'en as 25, 30. Ben on va jouer toujours avec juste les mêmes 6 pour Nice. une game complète. Fait que toujours les bâtiments que tu vas faire, c'est les 6 qui sont là sur la table. Tout le monde peut les faire. Il n'y a pas de limite au nombre que tu peux faire. Puis là, la partie d'après, ben là, tu vas en prendre 6 autres. Puis là, ben, ça va être une autre partie parce que les combos vont être différents, les bâtiments vont être différents. Donc bon, je me rends compte que je l'ai un peu mal expliqué là, parce que ça faisait quand même un bout que j'avais pas joué. Ça m'est revenu pendant que je l'expliquais. Mais vraiment très très cool comme jeu. J'ai été vraiment surpris. C'est le genre de jeu... Tu dis, on va faire une partie, ok, on a un petit game avant le souper, là, un filler, comme on dit, et étonnant, très belle profondeur, belle interaction entre les joueurs, sans que ça soit de l'attaque, puis de nuire vraiment aux autres, mais il y a quand même une certaine forme d'interaction qui est intéressante. Une bonne surprise pour moi, en fait. Tiny Town. Ben, je l'avais beaucoup vu, entendu parler, mais c'est ça, je savais pas. Non, je pense pas que tu en avais parlé. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Il est beau. Ouais, puis c'est ça, c'est un tout petit boîte. C'est un jeu de construction de ville, ça, Simon? Ben oui. Eh oui, c'est un jeu de construction de ville, c'est sûr. Tu construis une ville qui doit vraiment être optimisée à fond. Puis déjà, cette mécanique-là, cette thématique ou mécanique, hein, comme on veut l'avoir, de base, rend les choses beaucoup plus excitantes. Là. Yes! Fait que, oui, non, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, j'ai entendu parler que pour les jeux de construction de ville, il y avait eu un podcast ou un épisode de quelque chose récemment qui parlait de que la construction de ville, c'était une mécanique et une thématique en même temps. Tu sais, nous, on parlait de ça il y a 2 ans. Fait que si vous écoutez Balado Ludique, vous êtes au fait de ça, c'est pas une surprise pour vous. Ouais, c'est clair. On y avait déjà pensé.
Ben oui, on a fait un épisode complet là-dessus. Toi, JF, j'imagine t'as quand même joué au moins à un petit jeu ou... Ben oui, j'ai joué à des petits jeux. J'ai joué surtout à des jeux ben, que j'ai déjà joué, hein, que j'ai chez nous dans la collection. Ouais. Donc on va pas en reparler, mais c'est sûr que j'ai joué à un jeu, un nouveau jeu québécois qui vient de sortir, qui a connu pas mal de hype sur BGG les derniers mois, et c'est le jeu Quattle. Oh, Quattle! Quattle! Quattle, donc un jeu d'un couple d'auteurs québécois, donc qui se sont fait signer par Synapse Games. Et dans Quattle, ben, dans le fond, notre objectif, ça va être de compléter des bouts de serpent. En fait, on va Et construire des genres serpent à plumes! des genres de serpents, et on va avoir plein de petites pièces de serpent. On va avoir la tête, la queue et le corps d'un serpent, et on va essayer de faire des combinaisons de couleurs, ben, parce que toutes ces pièces-là, beau matériel d'ailleurs, en pièces plastiques et bien manipulables, bien faites. On va construire, bon, dans la partie, on va aller chercher des bouts de serpent, on va construire nos serpents, et on va avoir des cartes d'objectifs un peu dans nos mains, et ça va nous dire, ben, si tu as 2 bleus et à côté 2 rouges, ben, tu fais des points. Donc, tu vas essayer d'accomplir des objectifs par rapport au placement des couleurs, au choix des cartes et au choix des parties de serpents que tu vas sélectionner. Donc, c'est ça. Quattle, très bien. Je l'avais testé en proto plusieurs fois. Et les auteurs étaient très actifs dans la communauté à Montréal. Donc, je suis très heureux de voir là, que ben, des jeux réussissent à... Tu sais, c'est dur hein, de se faire éditer des jeux, mais qu'un jeu qui a réussi à passer toutes ces étapes-là, et en plus qui se fait éditer par un éditeur québécois, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, je pense qu'il faut en parler. Il faut absolument en parler. En fait, on a beaucoup parlé de décrypto et tout ça, mais qu'un jeu se retrouve top trending sur BGG, que ce soit un jeu d'éditeurs québécois, d'auteurs québécois, quand on disait que l'identité ludique québécoise se développait, que le réseau des auteurs, des éditeurs du Québec se raffinait, que toute la communauté est en train de se développer en émergence, ben on en a une belle preuve là. J'ai l'impression pratiquement chaque année, là, il va y avoir un événement important pour le jeu au Québec à l'international qui va faire que la renommée va grandir graduellement. Ah, ben on l'espère beaucoup. C'est sûr qu'on l'a vu grandir, cette communauté-là. Plus il va y avoir d'auteurs, plus il va y avoir de gens intéressés par la création de jeux, plus on va avoir d'options. En plus, aujourd'hui, on parle du proto de On dit l'année. proto de l'année, ça va bien ensemble, exactement. Et c'est pas pourquoi qu'on en fait la promotion aussi, qu'on en parle, c'est aussi pour mettre ça de l'avant et encourager tous les auteurs ou personnes intéressées par le développement de jeux de société à sauter le pas et à tenter l'expérience. Oui, très bien dit. En fait, là, je me disais, bon, j'avais d'autres jeux à parler, mais je pense qu'on est prêt à enchaîner dans l'épisode. Là, ça m'a embarqué sur la suite, là, puis là, je suis emballé. Là. C'est ça, là, on a mis la place pour parler des jeux, des prototypes. Par contre, Avant tout. il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas fait depuis 3 épisodes. Eh oui, les gens se demandent, là. Qu'est-ce qui se passe avec le tournoi de Can't Stop? Le tournoi On de se le fait Can't demander Stop. tous les jours. Arrêtez de nous texter. On vous le dira pas, c'est qui a gagné. Il faut que vous écoutiez nos épisodes. Soyez patients. Exact. Là, justement, aujourd'hui, là, on est rendu en quart de finale. Là, ne pensez pas qu'on n'avance pas, là. Le quart de finale, on va vous présenter 2 des matchs du quart de finale. Oh yeah! Oh yeah! Des gros matchs. Hein? Ben oui, Je sais c'est pas ça. comment, Là. C'est toujours le premier épisode de quelqu'un, donc on va mettre ces gens-là légèrement en contexte. On veut pas raconter 100 épisodes de lore, là. On veut juste vous mettre un peu dedans. Mais à chaque année, ou du moins, on essaye d'organiser un gros tournoi d'un jeu de société, souvent des petits jeux, parce qu'on veut pas que ça devienne trop massif. Et on fait ça dans le sud, République dominicaine, Mexique, Cuba. Cette année...
Playa del Bahia, en République dominicaine. On était là pour le tournoi de Can't Stop. On avait 30... Pré-COVID, en tout cas, pré-transition COVID, on va dire, mettons. Là, mais c'était limite. Là. Les gens avaient des masques, du purel, il y en avait sur la table, mais il y avait... C'est ça. En tout cas. Donc, là, on est rendu en quart de finale et il y avait il y a 4 matchs, on va en couvrir 2 aujourd'hui. Le premier match entre le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Maintenant sur YouTube, d'ailleurs, allez le suivre, le ludologue sur YouTube, il en a fait des vidéos, il est professionnel ce gars-là pour faire des vidéos. Il participe avec plein de gens, dont nous, mais plein d'autres. Plein de gens. Non, c'est ça, exact. Et ensuite, on avait une nouvelle venue sur la scène, BD Elsa de Ludipsy, Psyludique, la psychologue des jeux. Donc ça, c'est une intervenante de qualité. Est-ce qu'elle était bonne à Can't Stop? Bon, moi, elle s'est rendue contre le ludologue. Tout un match, hein, quand même, on peut le dire. Ben, tout un match, surtout que ça s'est passé beaucoup dans les regards entre les deux joueurs. Parce que c'était une guerre psychologique plus que tout. Hein. Tu sais que le ludologue, il est vraiment focus, il est capable de faire bouger des choses juste par sa pensée et tout. Ben, Elsa était capable de le contrer, là, puis de s'assurer de ne pas lui donner les bons mouvements, là, les bons éléments là, pour qu'il puisse profiter de ça. Non, c'est bien dit ça. En fait, c'est clair que ça rappelait un peu même la scène dans Star Wars 7 entre Kylo Ren et Rey là, quand ils font leur premier duel psychique. Je suis même pas sûr qu'il n'y a pas eu de la manipulation télékinésique dans les lancements de dés. Là. Ben ça, c'est dur à prouver, malheureusement. On n'a pas encore outillé là, pour contrôler. On n'a pas la tech qu'il faut. Ouais, si vous avez la tech à la maison, on a besoin de vous. On a besoin de vous à la maison. Mais en plus, ça, c'est étonnant parce que tu te rappelles comment ça s'est fait la partie? Ils n'ont pas joué sur le 7. Ils buildaient les petits rangées, le 2, le 12, le 10. Ils buildaient les petits rangées et comment ça s'est fait? C'est que le ludologue, bang, il y avait 2 rangées, il est venu se claquer la rangée numéro 7. One shot. Il regardait, à chaque fois qu'il roulait les dés, il regardait pas les dés, il regardait Elsa dans les yeux. Ouais. 7. Il calait 7. 7. Et pour la victoire, 7. Ouais, et là, bien entendu, la foule était en délire. C'était assez exceptionnel de voir ça. Là. Bien, en tout cas, c'est exceptionnel en effet. Après, c'est dur de pas penser qu'il n'y a pas eu un peu de triche télékinésique, mais bon, on va donner le bénéfice du doute au ludologue. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas des gens qui sont reconnus pour tricher non plus. Je sais pas dans leur éthique. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a je sais pas. Hein, c'était un gros combat mental. Donc, c'est ça. On a raconté la game. On a chié le build-up parce que j'étais trop troublé. C'est le ludologue qui passera en quart de finale. BD Elsa, sa première participation. Merci beaucoup. À la prochaine. Malheureusement, donc le ludologue a été trop fort, mais c'était un très, très, très bon match. Oh oui, mais l'autre match n'était pas moins bon pour autant. Non, effectivement, c'est des quarts de finale. Hein. C'est tous des matchs très solides. Donc, on avait le match avec Ludovic Maublanc. Ouh, acteur français, membre de la cafetière et toutes les comment on dit ça, tous les collaboratifs français, ils sont rendus myriades. Ils collaborent à gauche, à droite, ils se serrent la main en dessous de l'épaule, partout. Ils font des jeux en groupe de 4 frénétiquement. Ludovic Maublanc, bien entendu, fait partie de ça. Bien dit, bien dit. Et il affrontait le Gandhi du jeu. Le Gandhi du jeu, le seul et unique Vincent Tatao de l'école du jeu. D'ailleurs, sans rentrer dans les détails, on lui envoie beaucoup d'amour et on lui dit félicitations. Oui, bien entendu. Quand il y a des tournois, quand il y a de la compétition, Vincent est là. C'est un compétiteur dans l'âme. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Gros match, hein, là on jouait plus d'arrogance et de... C'était pas dans la finesse et dans la douceur, hein, ça jouait dur dans les coins. On a joué sur les rangées payantes, puis ça roulait des gros dés. Là.
Oh, ouais, puis, ben, tu sais, on connaît les tactiques du Gandhi, hein. Il essaie de déconcentrer, de déstabiliser l'autre joueur. Il parle, il veut l'amener dans une discussion. Puis là, tout d'un coup, boum, boum, on se rend compte qu'il a gagné. Ouais, puis il a fait ça sneaky parce qu'il avait monté la rangée numéro 4. C'est tellement rare que tu gagnes avec la rangée numéro 4 dans Can't Stop. Tu sais, il y avait la 8, je pense, qui avait monté la 8, tout le monde le savait. Il y avait une autre, la 11, je sais plus trop ça. Et là, il avait monté la 4 à 2 de cases. Tu es comme, ben, c'est pas menaçant, 4. Bang, bang! Il les a fait. Bang, bang. Il les Et a voilà. fait. Et voilà. En plein cœur de sa conversation, si Ludovic était là, il a Ouais. checké ça, il a rien compris. Il était juste comme, ah, ben, bonne partie, et après, il est allé signer des autographes. Oui, ben merci quand même de sa participation. Elle aura été très productive et intéressante. Et ben c'est Vincent, hein, le gagnant du jeu, qui se retrouve en demi-finale contre le ludologue. Ouh, ça va tout être un match. Ben, en fait, ça a Ouais, été tout un match, on peut vous le dire. Nous, on le sait, hein, qui a gagné. On va pas aller plus dans les détails, mais c'est c'était vrai. tout un match. Et ben, prochain épisode, on verra les deux autres matchs de quart de finale. Deux matchs tout aussi excitants. Oui, absolument. Et ben c'est ça. On va continuer prochain épisode. On vous donne la suite. Mais écrivez-nous pas pour nous demander qui a gagné là. On vous le dira pas. On répond pas à ça. On vous bloque si vous nous écrivez pour ça. Sauf si vous êtes Patreon. Si vous êtes Patreon, vous allez le voir une semaine avant tout le monde. Oh! Euh... Quelle exclusivité! Oh oui, oh oui, oh oui, Je ça vais vaut la peut-être peine. m'abonner. Ben ouais, ben toi t'es. Ah non, t'es plus. Moi je suis abonné full pledge là. Euh, Avant d'aller plus loin, on a comme pas vraiment seté ça, mais on va au moins vous teaser aujourd'hui. C'est la dernière annonce qu'on va faire avant de se lancer dans le sujet de l'épisode. On n'a pas de date, on n'a rien, mais calculer, là, on sort 10 épisodes, donc essayez de calculer un peu dans votre tête. Là, c'est l'épisode 6. Le party de fin de saison, épisode Ouh. 10, ça va être quelque chose. On va recevoir des invités, ça va être un gros party. Ça va se passer en ligne, ça va être live. Il va y avoir d'interaction avec les gens dans le chat, puis tout ça. Fait que n'hésitez pas à réserver vos dates. On va être live? Ah ouais, on va. En vidéo? Sérieux? Peut-être pas en vidéo, mais peut-être. Peut-être en Oh. vidéo. T'as-tu une marionnette, quelque chose? Je peux m'arranger. Ok, c'est bon. En vidéo, je sais pas, là, peut-être. Peut-être qu'on va être live en vidéo, Sur mais. Twitch? Mais on va être sur Twitch, c'est le party de fin de saison, même que JF le sait même pas encore, mais après le party de fin de saison, il y a l'after party. On va jouer à Jackbox toute la soirée. Donc ceux qui resteront là, pour l'after party, on va jouer à Jackbox ensemble. On va avoir bien du plaisir. Est-ce qu'on va jouer au nouveau? Au 7, c'est ça? Oh, JF, là t'en dis beaucoup, là t'en dis beaucoup, là t'excites bien les gens là, pour le party de fin de saison, là. Mais oui, bien entendu. Donc, on y est, on s'est rendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de même, mais je m'ennuie de ces épisodes-là. On est tellement relax. Tellement relax, tellement relax. No stress. Moi, je suis en bobette, devant mon ordi, pas de t-shirt. Ah ouais, non, c'est sûr qu'on est ensemble, là, fait que c'est toujours un peu bizarre, mais bon, on a chacun notre masque, inquiétez-vous pas. Il y a son masque, je le vois, il y a son masque. Il était vaché pas mal, mais il y a son masque. Ben, c'est parti. Le proto de l'année. Proto de l'année 2020, cette année, c'est la 2e édition. Avant de se lancer, probablement, on va mentionner les partenaires du proto de l'année. Probablement, c'est un événement qui est organisé par Ludo Québec et a plusieurs partenaires, dont un partenaire principal qui est Cardstone, manufacturier de jeux québécois d'exception. Hein. On salue Cardstone, impliqué dans plein d'initiatives pour le monde du jeu. Donc vraiment, merci beaucoup. Ensuite, on a... ouais, Jeff, tu voulais dire peut-être un petit mot sur Cardstone ou... Ah ben, dans le fond, Carlson, c'est parce que imprimer des jeux au Québec, il y en a pas beaucoup, puis ça prend toute une expertise, hein. Donc, c'est ce que Carlson essaie d'amener, là, dans le fond, de passer de juste un imprimeur à avoir une expertise en jeux de société. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui le font, mais ces Carlson sont vraiment impliqués, ils sont là, ils veulent s'impliquer dans le monde du jeu de société, donc... très content de les voir pour une 2e année, d'ailleurs, comme commanditaire officiel.
Ouais, exactement. Partant principal, deuxième année de suite. Et comme tu l'as dit, ça demande une expertise. Et ce qui est quand même intéressant de Cartoon, c'est que, bon, ce qu'ils font, ils le font très bien. Mais au-delà de ça, on a vu et on voit leur expertise évoluer avec les années. Fait que, tu sais, comme l'univers, le ludovert québécois se développe et tout ça, ben on voit Cartoon, qui est un manufacturier de jeux, se développer. Donc, ces punchboards, ben, on les a vus évoluer, on les voit évoluer. Très généreux, justement, dans sa recherche et développement, tu sais, partage beaucoup de son expertise. Donc, ça, vraiment, c'est le fun de les compter parmi les partenaires. On a les partenaires éditeurs, Scorpion Masqué et Randolph Édition. Alors, on peut le dire, deux géants de l'édition au Québec. Il y en a plein d'autres. Salut à tout le monde, mais ces deux-là particulièrement soutiennent beaucoup d'initiatives, sont présents dans plusieurs causes. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et partenaire boutique, la Jouterie, l'Île aux Jeux, Infini Jeux. Alors, c'est 3 boutiques qui sont encore une fois dans beaucoup de causes et même des causes là, qui dépassent là, le monde des boutiques, qui sont impliquées dans l'univers du jeu, du concours de prototypes. Donc, vraiment, bravo. Et cette année, le partenaire média Balado Ludique. Merci. Yeah! Ouais, c'est ça. Et c'est un peu... on mélange pas souvent les affaires à Balado Ludique. On va essayer de pas trop le faire non plus. C'est ça qui est un peu bizarre des fois avec notre situation. C'est que quel chapeau on porte quand on fait telle activité. Mais l'historique du proto de l'année, je pense que je commencerai avec un petit historique rapide. Ça commence probablement... j'allais dire en fumant un joint, mais là, je sais pas trop si on peut dire ça. Donc, c'est légal, là. Ben oui, c'est légal, bien entendu, c'est vrai, on n'a aucun problème à dire ça. Donc, avec JF et moi, on voulait organiser un concours de proto à Montréal. Depuis longtemps, depuis des années en fait. Il y avait bien entendu un gros concours à Québec, le Plateau d'Or. Et je dis il y avait, on en reparlera, là, mais bon, il y a le Plateau d'Or. Et il y a le concours plus, on va dire, pas casual, parce qu'il y a quand même il y a une qualité et tout ça, mais le concours de la récréation qui fait voter vraiment le grand public qui viennent jouer pendant une journée. Donc, il y avait comme pas vraiment un concours de proto à Montréal. Puis c'est fou, tu sais, c'est quand même une des grosses villes francophones en Amérique du Nord. Il n'y avait pas de concours de proto. Non, exact. Puis, ben oui, Feu, la récréation, on aura la chance d'y revenir, malheureusement. Oh non, j'avais oublié ça! Non! Malheureusement, bien triste, un concours qui avait lieu durant les Montréal Joue, là, d'ailleurs. Je n'y crois pas. On va parler avec Nina. Pas possible, hein? Non, c'est vrai. On peut pas s'aventurer là-dedans. On avait dit qu'on n'allait pas en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que ça vient de me frapper. Là. La récré n'existe plus. Non, c'est un monument historique là, du jeu de société au Québec qui vient de s'éteindre. Ouais, ça c'est très triste. Ça c'est très triste. En fait, ça vient de plomber l'ambiance. Ouais, je suis putain excité, là. Non. De vrai, arrêtez ça, là. Arrêtez l'épisode, ouais. De toute façon, les gens disaient qu'on faisait des épisodes trop longs. Hein. Ouais, fuck yeah. OK! Donc, c'est ça, c'était une seconde de silence pour la récré, mais on aura la chance d'en reparler, on respecte tellement l'institution et tout ça, on va avoir la baronne? La baronne sera avec nous au party de fin de saison, elle le sait pas encore, mais on va y dire. Donc, on voulait organiser un concours de proto, il n'y en avait pas. On a fait certaines démarches pour, pas non plus nuire aux autres concours qui existaient. On voulait quand même qu'il y ait une certaine collaboration. On voulait pas se pointer et dire, nous, on va faire un concours. Au final, on n'a rien réussi à fusionner, si on peut dire. Et on a lancé, en fait, l'idée du proto de l'année. C'était comme ça que ça a commencé. Bon là, pour lancer un concours, fallait comme rejoindre un groupe. Et là, on s'est laissé embarquer là-dedans pour finalement rejoindre Ludo Québec.
et organiser le concours du proto de l'année à travers Ludo-Québec. Donc maintenant, ça dépasse notre personne, notre idée principale. On ne veut pas s'attribuer tout le mérite de ça, bien entendu. Ça dépasse ça. Maintenant, c'est dans une organisation qui est plus grande que nous. Mais le concours a vu le jour pour la première fois l'année dernière, proto de l'année 2019. JF, tu as eu la chance d'ailleurs d'être la personne en charge du proto de l'année 2019, de chapeauter toute l'organisation de l'édition. Là. Oui, absolument. Ben, pour une première édition très agréable, c'était encore dans le temps où on pouvait être tassé dans un salon de jeu. Donc, on peut pas croire qu'on faisait ça avant. C'est fou, hein? Ça existait-tu, ça? On a-tu déjà été... Hey, je veux pas trop dévier, là, mais les conventions de jeu. Hey, on va le dire comme ça, ok? On va le dire comme ça. C'est effectivement très triste. Le jab. Le jab. Hey, le jab, on s'entend. C'est pas la convention la plus glamour, hein? C'est pas celle où on mange le mieux. C'est pas celle où on dort le mieux. Celle où on sent le plus bon. Ni celle où on sent le plus bon, effectivement, mais si là, je donnerais beaucoup pour aller passer une semaine au jab. Je donnerais beaucoup pour aller passer une semaine au jab. Et là, je nomme le jab comme ça parce que c'est une très emblématique qui me vient en tête. Mais sérieusement, toutes les conventions de jeu me manquent. Même une convention à laquelle j'ai moins assisté, c'est le stack. Je prendrai un stack demain matin. Là. J'en prendrai un demain matin. Je suis là. Marc? Vous savez, le gentil Marc, là? L'ange Marc. Allez, organise-nous ça, un petit stack. Donc oui, ben c'est ça. On l'a organisé pour une première fois l'année passée. Ça s'est super bien passé pour une première édition. Je pense que cette année, dans le fond, c'est un peu plus Ludo-Québec et toi en particulier, dans le fond, qui a pris les règnes de ça. Et là, on commence là, la période d'évaluation des jeux. Donc on est bien excités de vous en parler. De vous en parler un petit peu, de vous présenter les différents jeux qui ont été sélectionnés. Exactement. On va plutôt porter, disons, ça va être des chapeaux hybrides, ok? On va porter nos chapeaux de balado ludique, bien entendu, mais JF étant juge, va porter un petit peu son chapeau de juge. Moi, étant organisateur, je vais porter un petit peu mon chapeau d'organisateur, mais on va essayer de se détacher le plus possible et de présenter ça comme un média le ferait, puis vous présenter les jeux, vous en parler avec quelques petits insights de l'intérieur, si possible. En tout cas, on va pas dévoiler le gagnant, là. Donc... On le connais-tu déjà? Ben oui, ça a été tiré au sort, là, non? Oui, c'est vrai. L'idée aussi d'un concours comme ça, il y a quand même un objectif derrière. En fait, moi, mon objectif, il était vraiment... Je me rends compte, il était complètement raté. Parce que je voulais participer à des concours de proto, mais là, il n'y en avait pas. Fait que là, je me suis dit, on va en créer un. Puis là, éventuellement, tu sais, je vais pouvoir participer. Fait qu'en tout cas, ça a un peu foiré mes projets. Mais un des objectifs, clair, c'est pas nécessairement de récompenser le meilleur proto. Oui, c'est ça le but, là. Puis c'est comme ça que, tu sais, on récompense le proto de l'année. Mais de stimuler la communauté des auteurs du Québec, mais même là, au-delà de ça, on a déjà des gens qui viennent d'ailleurs, on verra ça plus tard, mais de stimuler la communauté des auteurs du Québec, c'est probablement l'objectif principal du concours de proto, du proto de l'année 2020, en tout cas, de toutes les autres années aussi, là, mais... Oui, bien sûr, parce que un concours de proto comme ça donne un objectif, un but et peut-être même un deadline pour les auteurs à finir leur jeu, et ça, c'est quand même assez motivant. Et on l'a vu avec le plateau d'or, ça l'a contribué à l'effervescence de la création de jeux et de nouveaux auteurs. Nous, on souhaite continuer dans cette lignée-là avec ce concours. Effectivement. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner un groupe sur Facebook qui s'appelle Création de jeux de société Québec. Qui est un groupe là, complètement indépendant de tout ce qu'on parle là, en fait, qui est un groupe qui existe sur Facebook, duquel on fait partie, et qui met en contact les auteurs de jeux au Québec. Premièrement, la pandémie a fait exploser ce groupe-là. Ce groupe-là était de inactif à très très peu actif à actif chaque jour maintenant. Donc la communauté s'est vraiment organisée autour de ce groupe, et ce qui était le fun, quand on se dit le but c'est de stimuler la communauté des auteurs de jeux de société, quand tu vois sur le groupe des auteurs de jeux de société que les gens parlent pendant plusieurs jours du proto de l'année, et
s'échangent des règles, se partagent de l'information, se demandent de l'aide à gauche, à droite, ben tu sais que d'une certaine façon, l'objectif a été atteint. La communauté a été stimulée. Une des preuves de ça d'ailleurs cette année, c'est que nous avons reçu 32 inscriptions. Ce qui est assez élevé, on s'entend, là, pour un concours quand même. Parce que double que l'année passée, donc c'est une bonne amélioration. Ouais. C'est ça, exact, dans une année un peu spéciale aussi. Et c'est un concours qui est pas juste, tu peux juste t'inscrire de même, ça demande beaucoup. Faut que ton prototype soit assez avancé ou que tu sois vraiment motivé pour t'inscrire. Donc, les gens qui s'inscrivent sont souvent assez sérieux dans le design de jeu. Là. C'est pas n'importe qui se pointe avec un proto. Là. Donc, c'est quand même... le niveau est très relevé. Là. Le niveau est élevé, surtout là, sur les 30 et quelques soumissions qu'on a eues. Ben, on en a sélectionné 9 et un des jeux a été sélectionné par le public. Donc, on a un tiers des jeux qui sont sélectionnés pour être réellement testés, évalués par un groupe de jury. Donc, c'est quand même serré. C'est quand même serré. C'est ça, exact. C'est pas facile là, de progresser dans ce concours-là pour les jeux. Mais c'est ça. Cette année, niveau très relevé. Et t'en as parlé, on avait une nouveauté cette année aussi qui était vraiment pour hyper les gens puis exciter un peu la foule, là, mais c'était le choix du public. Alors, on annonce les gagnants, les finalistes, excusez, on annonce les finalistes et on dit il reste une place! Une place est libérée en finale. Et là, on invite les gens à voter pour le jeu qu'ils veulent voir se rendre le jeu qu'ils veulent qui se rende en finale. En fait, un jeu qui avait pas été sélectionné. Parmi les autres qui n'ont pas été sélectionnés, évidemment. Toutes catégories confondues, grand public, experts. Donc, les gens allaient voter. Et on peut pas révéler les chiffres. On peut pas révéler les chiffres, mais c'était tellement serré! C'était incroyable. Moi, je regardais ça chaque jour, les votes, et je voulais les rendre publics, mais on peut pas, parce que c'est trop une expérience bizarre de rendre ces chiffres-là publics, tu sais, mais c'était tellement serré, c'était fou à voir chaque jour, jusqu'à 10 minutes avant la fin. Il y avait encore des votes qui rentraient, là. 10 minutes avant la fin des votes, ça durait une semaine, il y avait encore des votes qui rentraient, et ben, en fait, on vous parlera de la personne qui a remporté le choix du public quand on va arriver à la présentation de tous les jeux un peu plus tard. Et là, ça a fait comme... Toc, on arrête ça maintenant. Ben ouais, hein? Hey, c'est qui? Allez sur Ludo Québec, le site web, pas le site web, le Facebook de Ludo Québec, vous allez le voir pendant que vous écoutez l'épisode. Ouais, attendre 10 minutes, là. Ouais, 40 minutes max, là. Donc, ben, le dernier point, Jeff, que je voulais qu'on parle légèrement par rapport à organiser un concours comme ça. On n'ira pas dans tous les détails, mais je trouve ça intéressant, justement, si on peut parler un peu de l'intérieur, il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça. Autant de comment est-ce qu'on va choisir les gagnants, à comment est-ce qu'on va gérer les inscriptions, à comment est-ce qu'on va faire les tests, comment est-ce qu'on va évaluer. Donc, plein de questions. Toi, qu'est-ce que tu considères comme un bon défi là, qu'il faut faire pour arriver à mettre en place un concours comme ça? Ben, il y en a beaucoup, Je pense que le premier défi, ben, pas le premier, mais un des gros défis qui a été réalisé avec le concours de proto, et que, bon, c'était pas nécessairement le cas avant ou dans d'autres concours, c'est qu'on a été capable de chercher des partenaires assez solides, même au point où on est capable de remettre des prix aux gagnants des deux... Plus de 1500 $ de prix. Ça, c'est par les commanditaires. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Là, dans d'autres concours de proto. Puis on a beau dire, bon, il y a dépendamment là, de quel concours gagne, là, je suis plus sûr là, des prix de cette année, mais en gros, généralement, c'est un mélange de certificats cadeaux chez les partenaires ou d'argent là, littéralement donné aux auteurs. Parce qu'on sait que malgré tout, malgré qu'un petit, je sais pas, 200-250 $, c'est pas tant que ça au bout de la ligne, ben, ça coûte de l'argent produire nos protos, ça coûte de l'argent et du temps, donc faire ces choses-là, imprimer, acheter le matériel nécessaire. Donc, on pense aussi que c'est un bon petit coup de main là, pour les auteurs. Sinon, ben, l'autre défi important, c'est d'avoir un jury solide,
Hein? On a besoin d'un jury Hmm. qui est professionnel de l'industrie, qui connaît bien les jeux de société. On a besoin aussi d'un jury aussi diversifié. On veut pas un jury qui aime tout le même type de jeu, bien qu'on va toujours demander au jury d'être le plus impartial et objectif possible. On aime aussi avoir une diversité là, dans les de juges dans leurs préférences de jeu. Après, l'autre défi, je t'aurais dit juste l'organisation sur place, ce qui arrivera pas cette année. Bah, Là, c'est remplacé quand même par comment on s'organise en ligne. De plus, cette année, comme on ne peut, ou du moins difficilement, jouer les jeux ensemble là, à la même place, ça emmène plein là, de problématiques aussi, là, puis de défis à relever pour nous qui sont assez spécifiques là, à cette année, il faut dire. Euh, Écoute, il y en a plein d'autres, là, je sais pas. Non, non, Est-ce que non, tu mais avais ça, d'autres choses à je faire? voulais juste entendre un peu Ouais. là-dessus, tu sais, qu'on puisse voir justement c'est quoi l'importance, mais pas l'importance, mais les embûches qui peuvent venir dans un projet comme ça et aussi à quel point, là, on est à la 2e édition. Mais tu sais, moi, j'ai déjà hâte à la 10e édition. Là, tu sais, comme je suis vraiment excité pour la suite des choses. Mhm. Parce que ça peut devenir réellement une institution. C'est important pour la communauté. C'est un gros projet qui a l'air de rien, mais qui stimule beaucoup les gens. Oui, puis tant que les auteurs vont être là, puis qu'on va avoir beaucoup de demandes de participation, je pense que c'est quelque chose qui va être très positif pour l'industrie. Peut-être juste aussi mentionner le fait que dans ce concours, nous avons établi 2 catégories, donc experts et grand public. Euh, Dans le but, justement, de comparer des jeux hein, qui sont plus similaires. C'était des fois, à- dans d'autres concours, c'était un peu difficile des fois de comparer un jeu de, tu sais, de 10-15 minutes, d'un peu d'hasard, de rapidité versus un jeu de 3 heures de stratégie. Donc, au moins pour essayer là, d'avoir un premier filtre, on a 2 catégories qui sont aussi des jeux testés par 2 groupes de jurys différents. Exact. Et ça, en fait, tu sais, c'est encore une fois un sujet de discussion constante. Ces catégories, est-ce qu'elles doivent encore exister? Est-ce qu'il doit en avoir plus? Est-ce qu'il doit en avoir moins? C'est toujours des questions à se reposer aussi pour raffiner l'expérience, s'assurer que le concours soit le plus juste possible aussi, qu'il n'y a pas des jeux qui tombent un peu dans l'inconnu. Le dernier point que j'aimerais mentionner avant de se lancer dans la présentation des finalistes, là, Pour la c'est... 4e fois. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'est que ces concours-là, pour moi, la beauté qu'ils ont, c'est que c'est des concours qui favorisent énormément l'innovation. C'est pas nécessairement des concours qui vont récompenser le jeu qui est le plus proche d'être édité. Exact. C'est sûr que ça peut aller ensemble, comme ça peut aller vraiment dans d'autres directions. Puis je veux pas tourner le fer dans la plaie ou rajouter de la souffrance et de la tristesse à des jeux qui n'ont pas passé en finale. Parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui n'ont pas passé en finale qui, selon moi, là, mettons, sont prêts à être édités. Pourrait être sur Kickstarter demain, pourrait être édité par un éditeur demain, puis ça me surprendrait pas, puis je trouverais ça normal. Mm. Mais c'est peut-être à un certain point des jeux, bon, ça qui étaient pas qui étaient moins innovants, mais qui étaient moins originaux, qui sortaient moins du lot, qui favorisaient moins l'innovation. Et les concours de proto comme ça sont l'occasion idéale pour ces jeux-là d'avoir leur place. Sur une tablette dans un magasin, oui, l'innovation va avoir son plus, mais c'est pas nécessairement ce qui va se retrouver en magasin. Mais dans un concours comme ça, c'est un des endroits où on peut vraiment voir des jeux qui est très difficile de voir à d'autres endroits. Et de leur Mm. donner une visibilité. Peut-être que le jeu sera jamais édité. Hein. Il y a des jeux qui pourraient gagner puis qui font jamais être édités. C'est pas un. Est-ce que le jeu est éditable n'est pas vraiment un des critères pour juger le gagnant du proto de l'année. Non, je suis d'accord. On va plus se fier justement sur l'originalité. Est-ce qu'il amène quelque chose de nouveau au genre? Aussi, moi, c'est important, la maîtrise là, des mécaniques, c'est-à-dire que quand on crée un jeu, on a une intention, l'auteur veut nous faire vivre une émotion, un sentiment, il veut nous faire vivre une expérience. Et si une bonne part d'originalité et en plus que la maîtrise des différentes mécaniques
est bien là et est à la hauteur, ben c'est ça qu'on va récompenser le plus, je pense. Ah, Mais ça très... prend les deux. Ça prend les deux. Oh, oui, c'est un mix, hein. C'est pas, tu sais, il y a des jeux qui. C'est ça, c'est vraiment un mix des deux, là. Parce que quand le niveau est tellement relevé aussi, faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais souvent, je trouve que les concours favorisent l'innovation. Et ça, pour moi, c'est important parce que sans l'innovation, à un certain point, on peut stagner, là, tu sais. Donc, dernier point avant de se lancer, on va quand même féliciter les gagnants de l'édition 2019. Ouais. Comme JF l'a dit, il y avait 2 catégories. Alors l'année dernière, on avait bien entendu le gagnant grand public qui était le jeu Golf de Manuel Bergeron et Marc Larivière, donc un jeu de golf, hein, ça porte bien son nom. Et en grand public, en expert, excusez-moi, on avait Projet Utopia de Maxime Girard. Alors, Projet Utopia, d'ailleurs, qu'on a joué tout récemment dans la zone proto virtuelle du mois d'octobre. Donc, ça, c'était très cool aussi. Oh oui, très cool. Puis, si je me trompe pas, il a fait une entrevue avec Sophie de Mixed Deal. Exact. Très récemment, en fait, ils ont pu parler du proto de l'année, justement. Et donc, on vous encourage à aller jeter Son un petit coup d'œil expérience là-dessus. de l'évolution. Je pense que même Sophie, elle a participé un petit peu à des playtests avec lui. Donc, j'ai hâte de voir ça, là, aussi. En tout cas, moi, j'avais pas joué à la vieille version, mais c'était très solide. Très solide ce à quoi on a Ouais, joué, ok. là. Ouais. Nice, Je sais nice, qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors, on y arrive. Les 10 finalistes du proto de l'année 2020. On va commencer par la catégorie grand public. Mhm. Alors, le premier est un jeu de Hugues Moreau. Ça s'appelle Constellar. Constellar, vous illuminez le ciel pour identifier différentes constellations. Donc, c'est un jeu quand même. Tu sais, on parle pas d'un micro-jeu parce que c'est quand même un jeu qui a un certain matériel et tout ça. Donc, jeu de cartes, on va poser des ressources sur des cartes pour faire certaines combinaisons, essayer de dessiner nos constellations dans le ciel. Il y a un plateau rotatif, en fait, à comme 2 niveaux, là. C'est assez intéressant. Pas Tolkien, là, mais comme on a une espèce de feeling un peu de ça, là, où les saisons et les cycles de la Lune, je crois, vont progresser, là. Oui, parce que ça, on a le premier gros cercle là, qui représente justement les constellations dans le ciel et la plus petite roulette qui va se déplacer. Euh, c'est un jeu qui a l'air simple, efficace, de bien marcher. Évidemment, là, nous, on vous parle de jeux qu'on n'a pas testé. Évidemment, on en parle par rapport aux vidéos et aux règles qu'on a reçues. Mais c'est un jeu qui me semblait assez bien roulé. Semble être là pour que ce soit le fun. Donc, j'ai hâte de voir là, l'expérience qu'on va avoir avec ce jeu. Et petite anecdote comme ça, Hugues Moreau, j'imagine que c'est pas un nom qui te dit grand-chose, JF. Non, Toi qui, depuis les 7-8 dernières années, est impliqué de façon active dans la communauté des protos, la plupart des gens, tu as déjà entendu leur nom, là. Ben, c'est sûr que les dernières années, comme on était pas en virtuel, je dirais plus pour principalement la communauté montréalaise et des environs. Ben, c'est ça, t'as dit le bon terme. On a souvent tendance à croire qu'à 40 km de Montréal, c'est un trou noir. C'est pas ça? Ben oui, mais il y a quand même des gens qui habitent dedans. Ok. Fait que ces gens-là ont une vie, là, puis elle est peut-être un peu plus monotone, mais elle existe quand même. Donc, Hugues Moreau est un de ces auteurs, justement, qui travaille sur des jeux. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de tester un autre de ces jeux récemment. Et c'était un jeu vraiment très rafraîchissant, très solide. Fait que là, t'es comme, OK, il y a un auteur qu'on connaît pas, qui travaille sur des jeux chez lui et qui est capable de faire du matériel de qualité. Et petite anecdote croustillante, il collabore désormais avec Maxime Girard, qui est le gagnant de l'année dernière du proto de l'année. Par hasard, ils se sont rencontrés, habitent dans la même ville et maintenant, pas de design naissant des jeux ensemble, mais co-testent des jeux, donc font partie du même groupe d'auteurs. Alors, hein, le monde est petit malgré tout. Ouais, puis c'est ça qu'il faut que les gens
reconnaissent entre eux, hein, qu'on se reconnaisse entre game designers ou en gens intéressés à créer des jeux parce que c'est les meilleurs groupes là, pour évoluer en tant qu'auteur. Ben, en fait, on va pas en parler trop longtemps, mais pour moi, c'est l'outil indispensable de tout designer de jeux aspirant. Rejoignez un groupe d'auteurs. Ouais. Rejoignez un groupe d'auteurs. Pas obligé d'être 25, là. Soyez 3, 4, 2, 3, 4. Rejoignez ce groupe d'auteurs et testez vos jeux entre vous chaque semaine. Chaque semaine, faites une rencontre. Ouais. Chaque semaine, faites une rencontre. Maintenant, moi, j'ai une petite carte, là, une petite carte, un petit document, un fichier à la maison sur lequel je note les groupes d'auteurs et je les monitore pour suivre un peu l'évolution parce que ça, c'est vraiment important. Je suis rendu à ce point-là. Donc, si vous avez un groupe d'auteurs, écrivez-moi, je vous mets sur Google Maps, je peux vous tracker en temps réel puis savoir qu'est-ce que vous faites. Là. Intéressant. Tu m'as pas mis ça dessus, là? Moi, je suis pas là-dessus, là. Tu peux pas me tracker, j'espère? Ben là, t'es dans un groupe d'auteurs régulier? Ben, un peu, là. Bah. JF. Je Je le sais t'es où. Je le sais t'es où. Tu m'en as pas parlé de ça. Non, mais vous avez tous accepté la petite pilule que je vous ai donnée en vous faisant croire que c'était de l'ecstasy. Eh bien non, c'était un microchip pour tracker vos déplacements. Ah, c'est pour ça que ça avait pas marché, hein? Non, c'est ça, vous avez pas eu d'effet. Hein? Des fois, t'as pas une bonne batch. Triste. Prochain jeu que nous avons dans la catégorie grand public, et ça c'est quand même assez excitant de voir ça parce que c'est un jeu de Marc Larivière. Yes. Marc Larivière, Auteur de golf. co-auteur de golf, gagnant du proto de l'année 2019 grand public. Marc Larivière qui est un auteur réellement à surveiller. Ce gars-là travaille constamment sur des designs de jeux en fait. Je sais pas combien il y en a chez lui, des protos, combien de versions il y a de chacun de ses jeux, mais c'est quelqu'un de très, très sérieux dans le design de jeux. Et c'est pas évalué, mais il fait tout son artwork lui-même. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi, c'est un illustrateur, donc vraiment ces jeux ont quelque chose de spécial. Et le roi veut vous voir morte. C'est ça le nom du jeu. Le roi veut vous voir morte. On est les espions de la reine et on se déplace dans le royaume pour aller livrer un message à la reine. OK. Et c'est un tout petit jeu, 24 cartes seulement, des cartes carrées, jeu de mémoire. C'est un jeu de mémoire, en fait, tu vas tourner les cartes, dans le fond, à ton tour, tu prends une carte, tu regardes, tu replaces. En gros, c'est ça. Okay. Quand t'es prêt, tu dis, OK, moi, je traverse. Puis là, c'est comme les cartes sont arrangées, tu sais, comme une espèce de rangée. Là, t'en as 3 de haut, 4 de large, tu sais. Et là, tu dis, OK, je traverse, tu pars d'un bout, et là, tu flippes les cartes. Bang, 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 pour faire un chemin qui te permet de traverser le territoire. OK. Et là, les symboles que tu vas révéler, bon, il y a plein de petites affaires, mais en gros, c'est des yeux avec des flèches. Fait que dans le fond, si la flèche pointe le chemin que tu suis, ça veut dire que tu t'es fait voir. Et tu fais des points. Là, comme dans le fond, tu fais des points égal au nombre de yeux qui t'ont vu. Tu vas être vu le moins possible. Et on va tout. Dans le fond, moi, quand je fais mon chemin, ok, j'ai fini de jouer, j'attends. À ton tour, toi, tu peux dire, ok, moi, je continue d'étudier ou je fais mon chemin aussi. Et on va jouer plusieurs rondes comme ça. Donc, petit jeu de mémoire vraiment thématisé. J'ai bien hâte de voir. Moi, c'est un designer que j'apprécie particulièrement. Là, je trouve que son style est assez unique. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous réserver avec ce jeu-là. Là. Ouais, ben surtout que l'économie de matériel semble intéressant. Ça me semble être une bonne façon de tourner un peu un jeu de mémoire. C'est un 2 à 3 joueurs, 15-20 minutes. Ouais, l'illustration est magnifique. Hein? J'aimerais voir si ça marche bien. Mais en effet, très bon design. Puis d'habitude, il sort il est assez intéressant comme auteur, comme tu le dis. Exact, donc bien hâte de voir ça, surtout dans quelque chose de très épuré. Et la mémoire, hein? C'est une mécanique de jeu qui est très très peu utilisée, fonctionne dans quelques circonstances très précises. C'est une des mécaniques les plus difficiles avec laquelle travailler parce que c'est au-delà d'une mécanique, c'est une genre de compétence humaine vraiment bizarre, tu sais. Non, exact. Puis c'est souvent plus caractérisé pour des jeux pour enfants. Ce qui est
mon avis, pas nécessairement le cas, mais c'est vrai qu'on c'est quand même assez dur de designer un bon jeu de mémoire, là, même pour disons, adultes, là, puis un bon jeu de mémoire qu'on a envie de rejouer aussi. Donc, on a bien hâte de voir. Bien hâte de voir ça. Prochain jeu dans la liste grand public, Rex Arturus d'Antoine Lefebvre. Rex Ben, Arturus. laisser y aller, je pense que tu y as joué un peu plus Ouais, souvent que ben moi. en fait, c'est ça, l'affaire, c'est que ça, c'est un jeu auquel j'ai joué pas dans le cadre du concours, mais avant le concours, d'ailleurs, même dans les soirées proto, zone proto virtuelle, on a eu la chance de l'essayer aussi. Donc, c'est un petit roll, ben je dis un petit, c'est un roll and write d'une durée d'à peu près 20 minutes dans lequel on va jouer les légendes arthuriennes, hein, les chevaliers de la table ronde et tout ça. On va accomplir les destins mythiques de ces personnages-là, faire revivre les moments emblématiques, mais dans un tout petit roll and write, vraiment dans la lignée là, de très futé. Mais pour moi, Rex Arturus, c'est un jeu qui, sa force en fait, c'est l'équilibre. Chaque section est très différente des autres, mais au final, tout s'équilibre et donc les stratégies que tu vas employer d'une partie à l'autre vont être très différentes. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et là, c'est fou des fois de voir justement un roll and write. C'est une page blanche, là, très basic, avec un peu d'impression dessus, puis c'est ça le jeu. T'as 4D, puis t'as des crayons. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'un jeu comme ça, qui est tellement comme brut, on va dire, mais tellement bien équilibré, peut rivaliser dans un concours de prototypes. Mm. C'est que Ouais. j'ai hâte de voir comment il va être accueilli par les juges, comment est-ce qu'il sera jugé par rapport à ce qu'il est. J'ai hâte de voir. En fait, déjà qu'il se rende en finale, je trouve ça intéressant parce que le jeu, il est très basic. Là. C'est comme on pourrait jouer sur une napkin, là, pratiquement. Là. Ben, c'est ça les roll and write, hein. C'est ça les roll and write, c'est ça. D'en voir un là, qui sera en finale, je suis comme ok, c'est intéressant. Je suis intéressé de le voir. Donc Ouais. j'ai bien hâte de voir. Donc moi, c'est un jeu qui est solide. C'est à voir justement cette question-là. Là. Ouais, ok, cool. Ça a l'air bien sympa. En effet, les roll and write, hein, c'est quand même un style un peu hype là, ces temps-ci. Puis on en voit de plus en plus. Et on s'entend que le roll and write, c'est le nouveau dice game des jeux. Là, c'est-à-dire que maintenant, tous les jeux, au lieu d'être la version dice game, on fait une itération version roll and write. On est rendu là. Oh, ouais, fait que maintenant, les jeux, t'as la version card game, t'as la version dice game et t'as la version roll and write. Ouais. Fait que puis t'as la version normale, bien entendu, mais qui est vraiment pas si bonne. Fait que. Quatrième jeu dans le grand public, c'est le jeu Tetrascension de David Brunet Engelhardt. Jeu d'escalade. Ouais, Euh, très particulier. Une grille presque à la des mineurs, si on veut, mais faite en long. Ouais, c'est un genre de. Quand tu regardes ça, tu te dis c'est un mélange entre Tetris et le démineur, mais c'est un jeu Ouais, d'escalade de board game. C'est un board ouais, game ça d'escalade. n'a aucun rapport. Je te dirais que c'est possiblement le grand public le plus complexe qu'on a reçu. Ok. Et c'est peut-être ça pas qui peut lui nuire, mais il est comme à la limite. Hein? Fait que des fois, quand un grand public est un peu trop complexe, peut être pénalisé là-dessus. Jeu d'escalade dans lequel chaque joueur aura justement ses tétraminos, là, ses pièces de Tetris, mais aussi un petit meeple. Fait que tu vas comme placer ta structure de tétramino en même temps que d'escalader avec ton petit meeple. Fait qu'à ton tour, tu vas faire des actions du genre évoluer ton board puis rajouter des trucs pour grimper dessus ou faire bouger ton meeple pour t'accrocher, grimper, sauter. C'est un platformer en board game aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ce jeu-là. Il n'y avait pas nécessairement d'unanimité là, dans la présélection, mais ce jeu-là est vraiment ressorti comme un jeu qui était assez différent de ce qu'on connaît. Ouais, ben juste, je pense que la prémisse est originale. On n'a pas souvent vu ça, puis ça a l'air quand même excitant là, de déplacer. Tu sais, on a pas que j'ai le feeling, on l'a pas joué encore, mais j'ai un peu le feeling de Super Meat Boy. Ouais, Un peu, tu sais, c'est un jeu exactement. vidéo, là, on s'entend, Ce là, genre de mais platformer, ce effectivement. genre de platformer où tu vas faire des moves un peu, tu vas faire des jump épiques, tu vas t'accrocher sur les murs, tu vas placer des shit, tu vas. Tu sais, ça a l'air. Ouais, mais comme tu dis, il y a quand même beaucoup d'éléments dans le jeu. Est-ce que c'est trop?
pour la catégorie. Ça reste à voir, ça reste que c'est un livre de pages de 7. C'est un livre de règles de 7 pages. Ce Donc qui est vraiment pas si pire, là, tu c'est sais. quand même raisonnable là, en principe. Puis, en plus, il utilise les pièces, là, comme tu l'as dit, tétraminales, les pièces style Tetris, qui est toujours le fun de voir comment on peut utiliser ces pièces-là différemment, parce que je trouve que c'est de plus en plus utilisé. Là. Il y avait comme une petite mode là, qu'on commençait à les ressortir, mais là, ça aussi, là, je trouve que ça a l'air intéressant, l'utilisation de ces pièces-là qui en font. Ouais, bien dit, j'ai bien hâte là, justement de voir ce jeu-là qui sort un peu du lot, là. Tu sais, pas que. Mais il est vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir. Mais il a l'air très professionnel, bien présenté. Donc, bien hâte de voir là, comment ça va se traduire comme expérience. Absolument. Le dernier jeu grand public finaliste 2020, t'en as parlé tantôt, il s'agit du duo pas encore mythique, mais presque, d'Étienne Dubois-Roy et Pascal Brassard, qui sont bien entendu co-auteurs de Quattle, Synapse Game, Trend numéro 1 sur BGG pendant quelques jours, on en a parlé, avec leur nouveau prototype, la Pampa. Pampa! Incarner des gauchos, ces célèbres cow-boys argentins, rapatriez votre bétail avant qu'il ne fasse nuit et cumulez le plus de points possible dans ce jeu de programmation complètement chaotique et fou. Oh, un jeu de programmation! Exactement. En fait, c'est un jeu, et ça, c'est un autre jeu que j'ai essayé, pas dans le cadre du concours, mais dans le cadre de Zone Proto Virtuelle. Ils sont venus, je crois, au mois d'août, au mois de septembre, et on a testé en virtuel la Pampa. Je crois qu'il a été changé depuis, mais quand même, on a pu l'essayer. Une des grosses innovations de ce jeu-là, je dirais il y en a deux. Probablement, c'est un jeu de programmation grand public. On va mettre quand même, c'est pas grand public ta grand-mère, mais grand public, tu sais, occasionnel, famille plus, etc. Donc, c'est un jeu de programmation. On n'en voit pas beaucoup des jeux de programmation à ce niveau de joueurs-là. Souvent, la mécanique des jeux de programmation est plus réservée à des joueurs plus expérimentés. Oui, mais ça donne souvent des jeux assez chaotiques. Oui, Donc, on n'est malgré pas tout. nécessairement Non. dans des jeux de grosse stratégie. Là. Il faut aimer quand même un peu le hasard, le random et le chaos. Mais c'est ce qui fait la beauté aussi de ces jeux. C'est ça. Donc, cette mécanique-là s'applique, selon moi, si elle est bien faite, bien entendu, à un public plus familial parce que, au final, tu mets des cartes et tu résous comment ça arrive. T'sais. Donc, la situation est parfaite pour qu'il y ait quelque chose que tu n'as pas bien prévu, puis que ça va confronter quelqu'un d'autre, ça le pousse, ça... Et effectivement, c'est un jeu, donc la deuxième innovation du jeu, c'est que ton petit cowboy, mettons, là, c'est un meeple de cowboy, mais il est sur une grille de 3 par 3. Et lui, il se trouve au centre de cette grille en plastique, qui est tout un gros morceau. Là. Donc, tu as une grille de 3 par 3. Au centre, tu as ton petit cowboy. Quand tu lèves ton petit cowboy, ça déplace tout ce petit plateau donc de 9 cases. OK? Ah, le meeple et le petit plateau sont collés ensemble. Fusionnés, ok. Ouais. Puis tu sais, il faut dire que le board, c'est un quadrillé, là, un grand quadrillé. Fait on va se déplacer. C'est ça, tu te déplaces sur une là. grille là, qui fit avec le quadrillé que toi t'as. Déjà aussi, ce qui est intéressant, c'est que t'as deux boards, deux personnages. T'as le Gocho, qui est le cowboy, qui a 9 cases, mais t'as aussi un chien qui est 4 cases, yes! qui est plus petit. Fait que quand tu décides ta programmation, elle est peut-être vraiment chaotique, mais quand tu as révélé tes cartes, tu décides à quel personnage tu l'appliques. Fait que t'as comme un certain contrôle qui est intéressant. Ouais. Fait que c'est pas juste du pur chaos. Le but de ce jeu, c'est qu'en fait, c'est qu'on va se déplacer sur une grille quadrillée et on va ramasser du bétail de certaines couleurs. Donc nos vaches, nos bœufs, tout ça. Et on va les mettre dans notre petit plateau et on va se déplacer comme ça, toujours en poussant les autres, en ramassant le bétail des autres. Donc c'est vraiment, vraiment très, très bien pensé comme histoire, là, la Pampa. J'avais beaucoup aimé l'expérience. Ça reste que c'est ça, c'est pas un petit jeu simple malgré tout, donc on est vraiment
on flirte là, entre la ligne familiale, grand public. Et c'est un jeu très chaotique. Donc, reste à voir comment les juges vont trouver l'expérience. Mais encore là, ils innovent avec du matériel intéressant. Et on voit que c'est un duo là, qu'on a hâte de voir c'est quoi les prochaines étapes qu'ils vont accomplir. Là. Non, en effet, surtout qui ont été sélectionnés, hein, c'est déjà très bien. Et assez original, j'ai jamais vu ça non plus, ce type de thématique-là. C'est un peu du genre de pick-up and delivery aussi, on va En se le fait, c'est dire. purement un pick-up and delivery, là, absolument, là, oui. Avec une thématique, une twist assez particulière, c'est assez rarement vu. Je me demande là, à quel point le chaos, la programmation, ça, je trouve ça le fun que tu peux jouer des cartes puis qu'une fois que tu les révèles, tu choisis à qui tu l'appliques. Mais est-ce que tu as quand même un petit peu de contrôle ou c'est vraiment un chaos où tu vas te faire toujours voler ton bétail par les autres ou... Fait que j'ai hâte de voir la balance entre les deux parce que bon, la ligne elle est mince là, pour que ça soit comme bien, mais j'ai bon espoir. Exact, on sait qu'ils ont bien travaillé dessus, qu'ils l'ont testé, tout ça. Pour moi, la question, c'est plus le nombre de joueurs va jouer beaucoup sur le chaos. Si t'es 2, c'est pas pareil que Ouais. si t'es 4. Non, c'est ça. Le plateau est un peu différent, mais pas assez pour que ça soit le même feeling. Fait que ça va être à voir. Mm. Bien hâte de tester pour découvrir les améliorations qu'ils ont apportées depuis les dernières fois que j'ai joué. Là. Mais c'est un jeu que on va continuer de suivre son développement, peu importe la situation. Yes, bon, ben ça fait le tour des jeux grand public. Fait qu'on voit que c'est assez solide. Hein? Il n'y a pas n'importe qui est là. Tous les jeux qui sont là, il y avait encore là, il y avait plein d'autres jeux hein, qui auraient pu se rendre. C'est très serré. Le jury a débattu longtemps pour choisir quel jeu allait se rendre en finale. C'est pas un travail facile, mais tu vois quand même les jeux qui sont là ont tout un petit quelque chose qui fait qu'ils ont une raison d'être là et qui pourraient potentiellement remporter le proto de l'année. Là. Oh, et on passe maintenant aux jeux sélectionnés pour le jury expert. Ouh, est-ce On en que a 5. 5, hey, ça c'est du délire. Hein? On était supposé en avoir 3, on s'entend? Supposé en avoir 3. Finalement, les juges ont décidé d'en accepter 4. Ils se sont fait tordre le bras parce que c'était juste trop des bons. Il y avait trop de choix, c'est ça? C'est un peu difficile là, de départager. La lecture des règles, hein, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeux que tu aimerais essayer puis de voir si ça marche vraiment. Donc oui, très difficile, mais c'est ça. Le jury a finalement décidé d'en sélectionner 4. Et évidemment, le choix du public, c'était un autre jeu expert. Oh là là, fait que là, 5 jeux dans la catégorie expert, c'est quand même impressionnant. Là. C'est pas. Tu sais, c'est dur de tracer la ligne entre expert et grand public. Reste que cette année, c'était pas si difficile parce que les jeux experts, tu le sens. Là, c'est un niveau de complexité supplémentaire. Oui, exact. Puis c'est sûr que dès que généralement tu dépasses, je sais pas, 15 pages de règles, bon, ça dépend toujours comment tu l'as mis en page et le nombre d'exemples, mais ça commence à être beaucoup de règles, hein, donc c'est aussi, les livres de règles, là, moi je regarde le premier en ce moment, là, puis il y a 44 pages, là, donc... Ouais, exact. Et c'est pas n'importe quel, hein? Et non, c'est le jeu Autoritas, qui me semble probablement le plus massif de la gang, qui est un jeu dans lequel, un jeu de stratégie, donc qui se déroule à Rome, dans Rome antique. Et notre but, ça va être de gagner du prestige là, dans ce monde-là, contrôler les gens au Sénat, gagner de l'influence à travers la ville et essayer là, de sortir victorieux et j'imagine, devenir le nouveau César. Donc, une thématique qui est bien. Probablement, le jeu est très bien illustré, ça donne vraiment envie de jouer. Mais en plus, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de profondeur, beaucoup de possibilités, phases de jeu. À chaque tour, il y a 5 phases de jeu, qui en a une. Donc la première qui est politique, stratégique, économique, une phase d'extension et une phase de collecte, qui ont l'air assez diversifiées et profondes chacune de ces phases-là.
J'ai hâte de voir, là, parce que c'est sûr que quand on embarque dans ce genre de jeu expert avec autant de pages, de règles, on va être très, très, très dépendant du livre de règles. C'est-à-dire que si euh, il est mal fait, il nous manque de l'information, ça va être très difficile pour nous de passer à travers le jeu. Donc, on espère toujours que tout est là, tout est bien clair Hey, 44 pages de règles, là. J'espère que tout est là. j'espère que tout est là, puis j'espère que c'est ça, tu sais, que ça soit bien fait, conforme à ce qu'on s'attend là, d'un bon livre de règles. Euh, mais c'est ça, écoute, en tout cas, juste à regarder le livre, la présentation, tu te dis, bon, il y a un peu de professionnalisme là, on peut s'attendre à quand même un bon livre de règles. On va l'espérer parce que 44 pages, ça va être quand même quelque chose, mais bon, je suis quand même très excité à l'essayer. Absolument. Gros jeu de politique, gros euro en fait, hein, Ouais. dans sa forme, avec une espèce d'arène pas en marbre, mais c'est lourd, là, en granit, là, où les sénateurs sont, tu sais, comme c'est quoi, c'est le Sénat grec, là, tu sais, vous pouvez imaginer ce genre de petite arène, là, tu sais, avec des marches, là, puis tout, là. Et il y a ça dans le jeu, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se jouer. Oui, Euh, parce que c'est ça, tout l'aspect politique, alors d'avoir une bonne importance. exactement. Mm. Euh, Gros euro, en fait, hein, bravo, parce que je pense que c'est le genre de jeu qui laissera pas les juges indifférents. Non, exact, mais encore là, on va être à la recherche d'originalité. Hein, c'est... Effectivement, ça pourrait tomber dans qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui sort pas Ouais, trop des dans du sentiers déjà battus. vu, c'est ça, exact. Après, est-ce que si la maîtrise est là, déjà c'est la maîtrise des mécaniques, là, puis que le jeu est quand même solide malgré tout, c'est quand même respectable là, pour un jeu aussi massif que ça, mais c'est ça, on va aussi être à la recherche de qu'est-ce qui le différencie là, des autres jeux qui existent déjà dans le même genre. Donc, on peut passer au suivant. Le jeu suivant qui a été sélectionné, c'est le jeu Infiltrator. Infiltrator de Alexandre José. Poutine Man. Ah, Poutine Man, Poutine Man. aka Poutine Man. Shit, t'as révélé son vrai nom, JF. Oh non! Shit. Shit. On peut-tu le couper? Non, on coupera pas ça. Shit. On coupera pas ça. Sorry. Infiltrator, c'est un jeu, je dirais, pas mal à 4 joueurs, parce que ça va être un jeu en équipe, où, ben, dans le fond, il va y avoir les deux équipes. Une équipe d'infiltrateurs, une équipe qui va essayer de pogner ou d'attraper ces gens qui s'infiltrent dans un endroit. C'est un jeu avec un peu un plateau personnel par équipe, il y a de l'information cachée et beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ça me semble être un jeu quand même aussi un peu chaotique, mais ce qui m'attire beaucoup, là, c'est bon, déjà des jeux en équipe, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas tout le temps si facile à faire que ça. Euh, donc, j'ai hâte de voir là, si ça marche bien, puis à quel point ben, là, bon, c'est différent de d'autres jeux, parce que des jeux en équipe, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a peu de chances que ce soit pareil à un autre jeu, mais est-ce qu'il amène vraiment quelque chose d'intéressant, puis qui fait emmener ce genre-là ailleurs? Ça reste à voir, mais je trouve que je suis très intéressé à l'essayer, en tout cas. Ben, pour les plus avisés, vous vous rappellerez qu'on a reçu ce jeu à Zone Proto Virtuelle, justement, mais je crois que c'était en juillet, un des premiers jeux qu'on a testé. Donc, effectivement, les infiltrateurs, ça rappelle beaucoup des mécaniques de jeux vidéo. C'est un jeu qui s'inspire beaucoup des jeux vidéo, donc même les jeux plus modernes comme Rainbow Six Siege, là, où on va attaquer une base. Une équipe va venir et c'est pas attaquer parce qu'ils viennent s'emparer d'un objet puis quitter. Mais très intéressant, beaucoup de mind game. Est-ce qu'on va les bluffer par là? Est-ce qu'on s'en va par là? Est-ce qu'ils vont penser qu'on est là? Donc beaucoup justement de jeux d'esprit là, où on va essayer de manipuler l'autre équipe et d'être plus futé qu'eux. Je pense que ce jeu-là a beaucoup de facteurs d'originalité. Hâte de voir justement comment ça va être reçu par les juges. Souvent, les jeux d'équipe, des jeux qui sont plus compétitifs. Le plaisir même souvent va résider dans cette compétition-là qui est pure. Donc, bien hâte de voir là, aussi les changements qu'il aura fait parce que de ce que j'ai compris, il a fait beaucoup de changements depuis qu'on l'a testé à Zone Proto. Là. Nice. Puis surtout, que c'est un jeu en équipe qui est aussi asymétrique, hein, comme
Oui, Comme exact. C'est tu le deux équipes mentionnais, là. complètement différentes. Là. C'est ça, exact. Puis les infiltrateurs qui ont leur petit plateau secret là, pour se déplacer, mais en étant camouflés. Donc ça va bien excitant. Ouais, ça a l'air bien excitant, effectivement. Il y a un mode tournoi. Donc, c'est vraiment. On est vraiment dans l'esprit là, du e-sport. E-sport, yes. Du B-sport peut-être? Ouais, du B-sport, du T-sport. Les sports de table, le ping-pong et le billard en font partie. Et les jeux de société. Donc, prochain jeu qui a été sélectionné, c'est le jeu Hollywood Studio de l'auteur Frédéric Leclerc. Hollywood Studio, c'est un jeu dans lequel nous 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 mettons dans la peau d'un grand studio hollywoodien dans les années 20, donc Ou début du l'âge cinéma. d'or d'Hollywood. À l'âge d'or, en fait, ce jeu se positionne même juste avant le cinéma parlant. Donc, on est vraiment dans le cinéma muet, Charlie Chaplin et tout. C'est un jeu, donc, on va avoir notre compagnie, là, donc, qui a un vrai nom, là, Paramount, Universal Studios et tout, qui vont avoir des bonus et des effets vraiment différents. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui moi, je trouvais que ça avait l'air intéressant, c'est que les bonus des studios sont vraiment quand même assez pétés, je dirais, assez powerful. Fait que j'ai hâte de voir comment toute cette dynamique de tous les pouvoirs aussi puissants des différents studios vont bien interagir avec le jeu. Puis, c'est évidemment un jeu dans lequel on va essayer de faire des films, on va engager des acteurs, on va engager des scénaristes, on va acheter ou produire des scénarios de films et on va essayer de les tourner, de faire le plus d'argent possible au box-office. Malheureusement, le monde du cinéma comme il l'est, plein de péripéties peuvent arriver et te gâcher ton film à tout moment. Donc, c'est quand même un jeu qui me semble avoir beaucoup de hasard. Reste à voir si le hasard est balancé par le hasard. Donc, à quel point, quand il y en a beaucoup, ça rebalance tout. Ça reste à voir. Je suis pas certain. Mais je peux voir qu'il y a un potentiel quand même d'excitation. C'est un jeu de trade en plus. C'est un jeu de trade. Ben, en fait, là, moi, je veux dire, ça, c'est probablement l'aspect qui m'excite le plus sur ce. Parce que c'est un jeu, mettons, on va dire. Relativement euro, là, tu vas chercher tes cartes pour faire tes combos, comme tu fais tes choses, mais avec l'aspect de négociation, tu peux échanger des affaires, tu peux dire aux gens, hey, viens chez moi, prête-moi ton acteur pendant un tour, je te donne 2000$, viens dans mon... Je te laisse produire mon film dans ton cinéma, dans mon cinéma privé, donc il y a comme plusieurs aspects de négociation, pratiquement tout peut être échangé, là, bon, à part... les points de victoire, mais... les dettes. Ouais, les dettes. Ah, ça, c'est dommage. J'adore les jeux où tu peux échanger tes dettes, mais... oui, je sais. Quand j'ai vu ça, je fais « Ah, c'est mon triste. » Non, j'allais pas le juger là-dessus. Je comprends que c'est plus inusité, mais à la base, moi, ce qui m'excite particulièrement de ce jeu-là, c'est sa thématique. Il y en a quelques-uns, on va dire, des jeux de spectacle. J'inclus le cinéma là-dedans, parce que ça peut être la même chose un peu que de faire une pièce de théâtre. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces jeux-là. Et étant un fan là, des jeux de gestion, de simulation, puis tout ça, c'est vraiment le genre de thématique qui, moi, m'accroche beaucoup. Tous les jeux où tu... Puis c'est le cinéma, je veux dire, quoi de plus excitant d'engager tes acteurs, choisir ton réalisateur de film, et surtout que là, tu le fais pour de vrai. Je pense à... Dream Factory, du docteur. Le docteur Dream Factory. C'est un jeu de cinéma, mais au final, c'est un jeu d'enchères où tu pourrais faire n'importe quoi d'autre que des films. Alors que dans celui-là, tu fais vraiment des films. Fait que ça, pour moi, c'est déjà un facteur d'excitation. Là. Une originalité au niveau du thème, ça, c'est toujours un peu plus rare. Là. Ouais, ben, c'est sûr. C'est sûr que la thématique elle nous attire et ça me fait penser à un jeu vidéo là, sorti il y a quoi, 10 ans, je me rappelle même plus du nom. Hollywood Studio. Non. Non, mais dans un jeu vidéo, je sais pas si tu ouais, je me souviens très bien de ce jeu-là. En fait, on jouait un petit peu. Là. Ben, toi, t'as joué beaucoup en fait à ce jeu. Ouais, c'est un jeu de simulation un peu crappy là, de cinéma. Là. C'est pas si crappy ça, franchement. Non, mais les graphiques étaient pas très beaux, là, il me semble. Mais c'est sorti il y a plus de 10 ans. Ouais, non, mais ça veut pas dire, hein, Mario Bros, c'était beau il y a 20 ans. C'est encore beau maintenant, des fois, mais je me rappelle, ça rappelle effectivement ça parce que c'est la même époque hein, aussi, c'était t'as les divas d'Hollywood, là, puis genre la fille, tu peux juste en avoir une parce que c'est la diva de ton studio, puis si t'en as un autre, ça crée des conflits, fait que ça c'est tout un aspect intéressant de cette mythologie d'Hollywood, là, qui est
étonnamment vraiment peu exploité dans les jeux. On pourrait imaginer là, que c'est le genre de thématique qu'on pourrait voir en grande quantité, mais non, il n'y en a pas tant. Fait que quand tu vois ça, ça sort du lot rapidement. Là. Ouais, exact. Fait que, bon, j'ai hâte de voir si c'est maîtrisé tout ça, puis voir si le chaos ne dérange pas trop la stratégie dans le jeu. J'aime bien, il y a des petites statuettes, tu peux gagner des Oscars, tu peux rerun des films classiques que tu as déjà fait dans le passé. Il y a tes acteurs qui peuvent devenir des stars, donc ils coûtent plus cher, mais ils rajoutent du prestige à ton film. Donc, ben, en gros, c'est ça, hein, comme tu dis, très euro, mais... c'est ça. Ouais, mais très thématique aussi, hein, tu racontes ça, on exact. dirait que tu comprends les règles d'emblée juste en racontant qu'est-ce que tu fais dans le jeu, tu sais. Oui, puisque ça reste... on fait un film, hein, fait que... C'est ça, on fait un film. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde fait ça maintenant. Tout le monde fait ça des films. T'as juste Moi, besoin genre... d'une webcam puis de YouTube. Ouais, puis même là, une webcam, t'es élaboré, là, les gens ils font ça avec leur téléphone. Là. C'est vrai, c'est vrai. Une webcam. Mais c'est vrai, tu C'est peux le vrai. faire. C'est vrai que c'est tellement 2010, une webcam. Ben ouais, mais je connaissais une fille qui faisait des films avec une webcam, puis elle était cool. J'aimais bien ça. Quel genre de film? Ah, en tout Ok, cas, prochain film! Prochain jeu! Le prochain jeu sur la liste qui a été retenue, c'est le jeu Heredity de Jérôme Cans et Laurent Cobel. Des Français, hein? Et là, c'est ça, Notre premier jeu, là, il y avait... Des vrais, là, pas des Français de Montréal. Non, 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 des vrais Français de Français France. qui habitent en France, des purs et durs, des cousins européens lointains qui se sont inscrits au proto de l'année et qui ont été choisis pour se rendre en finale. Wow. Pas pire, hein? Ben ouais. Are we international or not? Donc, Heredity, c'est un jeu coopératif dans lequel nous évoluons dans un monde un peu post-apocalyptique. On est un peu dans le genre de jeu à la This Far Mine, en même temps quand même très différent. Mais en gros, nous sommes une petite crew de gens dans une maison. Nous faisons attaquer, nous devons essayer de s'enfuir. C'est un jeu à scénario, hein, donc on va pas pouvoir rentrer en détail trop dans l'histoire pour pas trop vous spoiler. Mais en gros, c'est un jeu, bon, un peu d'action point à ton tour. Ben, à ton tour, en fait. On peut jouer n'importe quand durant le tour de... Il n'y a pas vraiment de tour de jeu. C'est un jeu coop, donc moi je peux faire une action, toi tu peux en faire deux, moi je peux en faire une autre. On a théoriquement 3 actions qu'on peut faire à tous les tours, mais on a des limitations, là, on peut pas se déplacer plus que 2 fois, on peut pas prendre plus que 2 objets, des trucs comme ça. Quoi qu'il y a d'autres mécanismes pour passer à travers ça, mais c'est aussi un jeu dans lequel on va flipper, on va découvrir des endroits, on va flipper des nouvelles tuiles, on va regarder, on va pouvoir récupérer, looter en fait, récupérer des objets, des armes, de l'équipement là, quelconque, et dans le fond, chaque scénario là, va nous donner un but, et c'est ça, va nous faire évoluer dans la campagne. C'est un jeu, dans ce style-là, là, on s'entend que bon, c'est un peu un hack and slash, grid movement, on se déplace, on a nos petites figurines qui se déplacent et tout, mais c'est un jeu vraiment narratif. La part de la narration elle est semble quand même assez importante et semble assez bien intégrée aussi dans le jeu. Et il y a tout un mécanisme là, de la timeline, donc comment on évolue dans le jeu et à quel moment les événements se produisent et du point arrivent et ensuite à quel moment les événements ont leur effet. C'est un peu dur là, à expliquer comme ça, mais il y a une belle petite mécanique qu'on a bien hâte d'essayer de voir si ça marche bien. Mais sinon, le jeu, il a l'air assez solide, hein, Simon? Ben, en fait, c'est fou parce que ça, c'est clairement pas mon genre de jeu, ok? C'est pas mon genre de jeu, mais je me suis claqué les règles, c'est 35 pages de règles, on parlait de l'autre de 44, mais c'est quand même 35 pages de règles, c'est pas rien. Et en fait, j'en revenais pas parce que, probablement, j'avais pratiquement aucune question après avoir lu les 35 pages de règles. J'étais comme, ok, ça a l'air d'être bien intégré, ça a l'air d'être fluide. Pour moi, ces jeux-là, les jeux narratifs, puis tout ça, souvent le problème, c'est que t'es tout le temps dans les livres de règles, à savoir la petite exception, comment ça marche, puis tu sais,
c'est pas fluide comme expérience. Tu veux te raconter une histoire, ben tu sais, joue à un jeu de rôle. C'est un peu ça souvent que j'ai comme feeling. Je me dis, si je joue à un jeu de rôle, je me ferais pas chier avec toute la mécanique en ce moment, puis je ferais juste m'amuser sur l'histoire. Mais celui-là a l'air d'offrir une expérience fluide. Quelques petites innovations mécaniques en plus, comme tu as mentionné la timeline. Bien hâte de voir là, si ça transparaît. Après ces jeux-là, l'important pour moi, moi je suis pas juge, là, mais mettons que je l'étais, là, mais ce que je vais juger personnellement dans un jeu comme ça, c'est est-ce que l'histoire est bonne? Est-ce que tu t'attaches au personnage? Est-ce qu'après une game, tu es capable d'appeler le personnage par son nom ou c'est juste comme tu sais pas trop? Fait que moi, il y a ce côté-là qui est important parce que comme c'est un jeu qui se présente comme un jeu narratif, il faut que la narration soit au niveau désiré. Mais j'étais vraiment impressionné par... on dirait qu'ils ont pris tous ces jeux un peu bidons puis qu'ils ont dit on va faire une version propre de ces jeux-là. Fait en tout cas, je veux pas parler des autres jeux. Je sais pas de quoi tu parles. Mais bien hâte de voir là, comment ça va se jouer parce que c'est intéressant. Puis tu vois que c'est des gens qui ont travaillé fort sur leur jeu. Je pense qu'ils vont aller en Kickstarter d'ailleurs dans la prochaine année. C'est pas un jeu qui a été testé 2 fois. Là. Il y a eu beaucoup de travail sur ce jeu-là. Ouais, ça reste à voir combien de scénarios ils pensent fournir dans une première boîte et bon, le coût et tout, mais on s'entend que c'est un jeu qu'on peut voir qui a l'air déjà d'être proche d'être éditable. Est-ce que c'est la même chose quand on va y jouer? C'est à suivre. Ouais, puis comme on l'a dit, être éditable n'est pas nécessairement un prérequis, mais souvent ça assure que le jeu est plus clean, il est plus tight, il est plus agréable à jouer. Là. Fait que ça va dans les deux sens. Le dernier jeu, mais non le moindre, comme on l'a dit, le 5e jeu qui s'est rendu dans la catégorie expert, c'était le choix du public. Alors le jeu qui a obtenu le plus de votes pendant la semaine, c'est le jeu de Maëva Wadef et Julien Collin, Cartographia. Ils ont été... des Français, ça? Eh oui, ses cousins français d'un autre continent ont été... Et cousine, Maëva, effectivement, une autrice, ça c'est très cool de voir ça. D'ailleurs, on en a une dans chaque catégorie. L'année prochaine, on espère d'en avoir plus. Mais ces cousins et cousines françaises ont été transportés par le public à travers l'Atlantique pour se propulser en finale. Et, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si on était triste de ça. Cartographia est un jeu qui, jusqu'à la fin de la sélection, ça a été difficile de l'enlever des finalistes. Fait que c'est comme si il est revenu et c'est parfait comme ça. Je pense que tous les jeux, j'étais très content de voir que c'était ce jeu-là qui allait arriver. Surtout que le public a choisi un jeu qu'on voulait aussi essayer. Hein? C'est ça, exactement. Ça aurait pu tomber sur beaucoup de choses, sur des trucs peut-être qu'on se dit ça n'a pas le calibre d'une finale, disons. Mais non, là, ça c'est un jeu qui a le calibre. Exactement. Gros jeu de navigation. En fait, Cartographia, on va jouer des bateaux... Nouvelle-France-ish, commercial, on va faire du commerce. Gros jeu euro, hein, pas de surprise là-dessus. On va évoluer notre bateau, on va essayer de livrer la meilleure marchandise possible, naviguer les mers, découvrir des îles. Donc, jeu assez élaboré, il n'est pas dans la catégorie expert pour rien. C'est un jeu aussi, j'ai pas les noms exactement, mais c'est un jeu qui a roulé dans les concours de proto en France, qui a gagné, qui a été finaliste dans quelques concours. On parle d'un jeu assez solide ici aussi. Très hâte de voir là, comment ça va s'élaborer parce que les jeux euro, c'est pas des genres qui sont faciles à innover. C'est pas des genres. Souvent, le jeu va être très bon. On va jouer à un nouveau jeu euro. Le jeu va être très bon. Mais est-ce qu'il y aura ce petit goût de fraîcheur qui reste en bouche après l'avoir dégusté? C'est ce qu'on va voir. Et Cartographia semble tendre vers ce genre de choses-là parce que c'est un jeu qui, même s'il est très massif et tout ça, il y a peu de matériel sur la table, mais c'est du matériel inusité. T'as pas la grosse map sur laquelle ton bateau se déplace. Donc, t'as plus comme une itération de ça. Donc, est-ce qu'il y a une innovation matérielle? C'est ce que plusieurs juges semblaient penser. Et aussi une espèce de mécanique de programmation d'action qui va être assez intéressante.
Ouais, exact. C'est vrai que le jeu a l'air un peu abstrait. Il n'y a pas de plateau. Ben, oui, oui. Il y a des petits C'est un plateau. plateaux, Il y a des là. plateaux, il y a beaucoup de cartes et tout. Donc, peut-être une expérience, peut-être un petit peu plus abstraite de la thématique, mais ça a l'air quand même vraiment solide. Exactement, ça a l'air très solide. Pour un jeu comme ça, JF, tu l'as dit tantôt, les gros jeux euro, là, ça se passe souvent sur les règles. Est-ce que les règles nous Mm. permettent d'apprécier le jeu? Et tu sais, c'est toujours dommage parce que dans un concours comme ça, on peut pas évaluer un jeu seulement sur ses règles. D'ailleurs, on avait présenté la grille d'évaluation, là, on la représentera pas aujourd'hui, mais on l'avait présenté plus tôt. Euh, la clarté des règles est un des critères pour évaluer le jeu, parmi 16 critères différents. Ouais. Par contre, et on veut pas le mettre au-dessus des autres, sauf que si ce critère-là est vraiment raté, ben en fait, le jeu est pratiquement inaccessible. Souvent, Oui, ça va influencer toutes les autres notes, tu sais, c'est ça, malheureusement. ça va influencer parce que souvent, le jeu va être difficile à jouer. Fait que, ok, on peut se dire, on va refaire une deuxième partie. Ça se peut que le livret était juste mal écrit et que tu peux jouer une deuxième partie. Mais si le livret était complètement raté, ben là, ta deuxième partie, elle va être aussi terrible que ta première parce que on n'aura pas pu démystifier les points de règle. Et la pire chose dans un concours de proto, c'est quand les juges votent pour dire OK, on va utiliser la règle qu'on pense qui est la bonne. Et ça, tu sais, c'est toujours un peu une situation tu sais, un peu bizarre, hein, parce que t'es comme, ben on va tester le jeu, mais on n'est pas sûr si c'est vraiment Mm. comme ça qu'il faut le jouer. Et dans les gros jeux, justement, avec beaucoup de règles et tout ça, ben Ouais, c'est le genre de ça peut choses être qui peut fatal. arriver, tu sais. Parce que les auteurs ne sont pas des éditeurs, ne sont pas des rédacteurs de règles professionnels. C'est des gens qui écrivent les règles comme ils peuvent, le mieux possible. L'éditeur, son travail, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de petits loopholes dans la règle, qu'il n'y ait pas de petites erreurs. Et même là, ça arrive. Donc, imaginez juste l'auteur indépendant, seul chez lui, qui travaille sur un jeu, qui finit ses règles en rushant parce qu'il y a le proto de l'année et il faut qu'il envoie ça. C'est sûr que ça demande un peu de décodage, là. Oui, ben c'est ça, exact. Donc, comme tu dis, les règles sont importantes. C'est pas le critère sur lequel on va juger, mais a un impact grandement sur l'expérience des juges. Donc, moi là, je vais vous le dire là, c'est simple. Faites des blind tests. Avant d'envoyer vos règles à un jury, si vous les avez fait lire par personne d'autre que ton cercle restreint d'amis puis de gens qui ont déjà joué au jeu, il risque d'avoir des erreurs, il risque d'avoir des problèmes, il risque d'avoir de l'information manquante parce que quand on est auteur, on a tendance à expliquer notre jeu souvent et des fois on explique des règles qu'on a oublié de mettre dans le livre de règles. C'est bien correct quand on fait des tests au début parce qu'on est présent, mais quand tu l'envoies, un concours de proto, c'est pas l'auteur qui explique les règles, c'est Le les livret. juges, c'est le livret, les juges et l'interprétation du juge, des juges. Donc, c'est super important là, d'être le plus clair possible, de pas répéter de l'information pour rien, d'avoir une structure de règles, une suite logique là, dans la structure, l'élaboration des règles. Euh, En plus, là, des exemples, on en retrouve plein de jeux édités ont des excellentes structures de règles, donc ça, on peut quand même s'inspirer de ça. Mais fais des blind tests. Tu donnes le jeu à un groupe qui n'a jamais joué, tu les laisses lire le règle, tu les laisses jouer, et si jamais tu as à ouvrir la bouche, c'est parce que ton livre de règles, il y a des problèmes. Donc, tu prends les notes puis tu corriges après, mais c'est primordial. Si vous ne faites pas ça pour un concours de proto, 50% des chances, 50% de chances au minimum que votre jeu ne puisse pas gagner à cause de votre livre de règles. Donc, euh, même si on dit on ne juge pas un jeu sur un livre de règles, c'est quand même, si on n'a pas les bons outils pour travailler, on ne pourra pas bien évaluer. Ah, tu l'as bien mentionné, c'est ça, c'est un point qui est comme en deux temps. Tu sais, il y a une partie du jeu qui va être évaluée sur la clarté des règles, mais si les règles a des trous trop importants dedans, ben l'expérience sera juste pas possible. Donc, effectivement, très bon point. Faites-le jouer par des gens qui ont jamais joué au jeu. Parce Ouais. que même si vous le faites lire par quelqu'un qui a déjà joué au jeu, pas que ça vaut rien, mais presque. Quelqu'un d'expérimenté va pouvoir voir certains éléments manquants, mais quand tu as déjà joué à un jeu, c'est tellement facile de comprendre le jeu que quand tu lis les règles, ça semble évident, tu sais. Ouais, puis il y a Euh, des petits détails que tu dis, ben ça c'est évident, sauf que quand t'as jamais joué au jeu puis que t'as pas l'auteur qui est à côté pour te dire oui, oui, c'est ça, ben, puis que le livre de règles te le dit pas, ben,
C'est ça, hein? Effectivement. Moi, dans les concours de proto, j'ai pas participé à beaucoup de concours de proto, mais j'ai toujours fait l'idée aussi que j'envoyais une vidéo complète des règles. Je sais que la plupart du temps, les juges ne le regardent pas. Mais au moins, je me dis, OK, là, dans ces vidéos-là, je suis convaincu d'avoir tout bien expliqué dans mes mots, comme si j'étais là. Donc, je triche, mais au moins, peut-être mes règles sont pas claires, mais les juges auront pu jouer au jeu. Donc, ça peut être une bonne technique aussi, là, si vous êtes capable de faire ça. En plus, maintenant, les gens, ils sont plus capables de lire, ils font checker des vidéos. Fait que... Ben là, c'est sûr, là. On joue même plus à des vrais jeux. Mais non, c'est ça. On joue en ligne. C'est quoi du carton? C'est pourquoi on lirait des vraies pages quand il y a des vidéos, tu sais, 1000 vidéos. Pour qui expliquent. Ben ouais, c'est ça. En plus, c'est même pas des vraies pages, c'est des pages PDF. Si c'était des vraies pages encore là, peut-être que je serais plus porté de les lire, mais là, c'est sur un écran bleu, là. Moi, là, on m'a dit, là, pas plus que 12 heures par jour sur un écran bleu, Simon, ça peut amener des problèmes, ça. Boy. Je vous le dis, depuis 2 semaines, je suis étourdi. Ben, ça fait le tour des 10 finalistes du proto de l'année 2020. Oui, c'est bonne toute chance une cuvée à quand tous. même. Ben oui, bonne chance à tous. Toute une cuvée. Yes. J'ai pas de problème à présenter cette liste en me disant que les jeux qui sont là sont solides et intéressants. Très hâte de voir là, justement comment ils vont être jugés, comment ils vont se jouer aussi. C'est ça, on n'a pas été trop dans les détails. C'est sûr qu'on joue à moins de jeux de société qu'avant, mais j'ai jamais joué à autant de protos de ma vie que C'est ça, maintenant. on est dans cette période-là. Là. On fait juste jouer à des protos. Juste jouer à des protos. Pour moi, les protos, c'est des vrais jeux. Ah, votre crap commercial? Non, moi, je joue juste à des protos. Si le jeu il est on vendu... est trop indie, là. Ben ouais, si le jeu il est vendu en magasin, sérieusement, t'es un mouton. Si tu joues à des jeux qui sont vendus en magasin, là, t'es un mouton. Et on s'excuse, ça fait 2 heures que cet épisode-là joue. Les gens ont écouté ça avec attention, puis on les insulte à la fin. Désolé. Classique balado. C'était. Moi, je pensais que ça allait être un épisode d'à peu près 40 minutes. Finalement, on n'a pas réussi. Ben, 1h40. Ben c'est ça, 1h40, c'est respectable. C'est respectable, ça, c'est bon. C'est très très respectable. Donc, tout le monde, ben, on l'a dit en début d'émission, sentez-vous pas mal si vous voulez pas. Si vous voulez nous encourager, qu'on continue de faire ça. Puis si vous avez des suggestions, allez sur Patreon, 2$ par mois. C'est le prix d'un café, mais même plus maintenant, c'est pas vrai, vous sortez pas. Hey, vous avez sauvé tellement d'argent sur votre passe d'autobus, là. Un petit 2$ pour puis balado. sur le café, pris à l'extérieur. Ben ouais, c'est ça, votre Starbucks, oui, là, hey, c'est fou, vous êtes riche maintenant. 2$ par mois pour nous encourager, mais sentez-vous vraiment pas obligé de le faire. Sinon, ben, on est de plus en plus actifs sur YouTube. Là, on a d'ailleurs sorti 3 épisodes complètement filmés. Jeff est en train de faire les montages aussi un peu plus dynamiques de ça. Donc, on continue de mettre du contenu sur YouTube. Fait qu'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus aussi. On va aussi continuer à sortir les épisodes de la Grande Messe, là, en fait. Les épisodes de la Grande Messe remasterisés de la main de maître de JF. Pour mettre en valeur tes chroniques que tu as faites brillamment. 1,5 à la minute. Oh, et ça s'en vient, là. On les a pas encore sortis, mais c'est le prochain épisode. Bon, là, je priorise un petit peu la caverne, donc on verra, mais dans les prochaines semaines, on devrait voir d'autres épisodes, là, et donc les chroniques remasterisées là, de Simon et des sujets touchés qu'il touche, qu'il parle. Alors suivez-nous sur YouTube si vous voulez voir ça. Sinon sur Facebook, c'est toujours le fun de voir du monde qui vient nous dire bonjour. Lâchez-nous un petit like si vous voulez, ça change pas grand-chose, mais c'est le fun de savoir que vous êtes actifs et que vous aimez le contenu. Comme d'habitude, vous avez des demandes spéciales, des questions, des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir On répond ça au monde ou... Ben, je sais pas si toi tu le fais, moi je le fais pas. Non, en tout cas, j'ai jamais fait, là, mais je sais même pas s'il y a déjà quelqu'un qui nous a écrit. Mais je pensais que c'était Jimmy qui... Ah, Jimmy! Ouais, c'était lui qui était en charge de ça. On l'a pas remplacé. Hein. Vous cherchez un poste de stagiaire dans un podcast de jeux de société? Envoyez-nous votre CV. Malheureusement, la personne qui les reçoit est morte. Hey, ça finit dark. Donc, la récréation, où es-tu? Où es-tu?